parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal de questions PAC. Et donc, ce sera l'occasion d'avoir peut-être des réponses un peu plus complètes grâce à elle, quoi. Alors, euh, l'idée ici d'intervenir, c'est sur les réglementations pour protéger le bocage, les haies, les alignements et allées d'arbres. Euh, alors, il faut que je trouve le système pour faire passer les diapos, là. Merde. Alors, ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc ce qu'on vous propose, parce que il y avait dans les questions reçues des choses sur le code civil et des choses qui sont plutôt des règles de droit public. Donc nous, on intervient plutôt sur les règles de droit public, le droit administratif, ce qui n'empêchera pas, si on veut, de regarder un peu le code civil en fin plutôt de diapo, si ça vous va. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit panel des différentes règles qui s'appliquent et puis de montrer à travers deux, trois exemples comment on peut coordonner ces règles-là pour avoir des leviers un peu plus complets lorsqu'il s'agit d'intervenir. Alors, autant le dire tout de suite, il s'agit avant tout de règles qui traitent des suppressions et arasement de haies, quoi, hein. On n'est pas sur les questions d'entretien. Donc voilà. Et ce que je vous propose aussi, c'est que on fasse des temps de questions un petit peu réguliers pour ben, éviter qu'on cause tout seul et avoir vos questions un peu au fil de ce qu'on va vous dire s'il y en a, quoi. Donc, pour commencer, voici le tableau des différentes règles qu'on a pu identifier comme s'appliquant au projet relatif aux haies. Et la proposition ici est de détailler chacune des cases. On les a classées de cette façon, avec des entrées patrimoine, paysage, une entrée urbanisme, une entrée environnement, une entrée plutôt qualité de l'eau, agriculture, aménagement foncier. On pourrait tout à fait les classer différemment, je dirais peu importe. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que ce tableau des règles, si on ajoute au regard des règles, qui décide de quoi, on voit qu'en plus d'avoir beaucoup de règles, on a beaucoup d'intervenants différents en termes de décisionnaires, d'autorités compétentes, quoi. Alors, sur cette diapo, quand les autorités sont en marron, c'est donc le préfet au nom de l'État qui est en charge de la réglementation. Quand c'est en vert, unique cas pour l'aménagement foncier, c'est le président du conseil départemental. Et quand c'est en violet, c'est le maire au nom de la commune. Et parfois, vous voyez d'ores et déjà, mais on va y revenir tout à l'heure, que pour certaines réglementations, il y a deux pastilles parce qu'il y a des systèmes juridiques qui font que les deux choses sont un peu liées. Voilà. Alors, hein. Donc là, je propose de regarder les cases liées enfin les réglementations liées au patrimoine et au paysage. Alors, sur les sites, ce qu'on appelle les sites classés, les monuments classés, monuments naturels classés, c'est donc une loi de 1930 qui a pour prisme un peu la question du patrimoine culturel, des paysages pittoresques. C'est comme ça que c'est rédigé dans la réglementation. Et on parle bien là d'espaces ou de formations naturelles dont la qualité est reconnue et au nom de l'intérêt général est conservée par une procédure ad hoc qui conduit à faire un zonage d'endroits qui sont donc protégés. Donc tout ça est codifié au Code de l'environnement. Et en fait, le lien avec la haie n'est pas expressément nommé, comme avec rien d'autre d'ailleurs. Mais par contre, ce qu'on nous dit, c'est que dans ces endroits-là, toute modification des lieux, et donc y compris les haies, sont soumises à autorisation ou déclaration. Quand c'est une autorisation, c'est le plus souvent le ministre qui doit donner son accord. Quand c'est une déclaration, en général, c'est plutôt le préfet. Et tout à l'heure, je disais qu'il y avait des liens entre cette réglementation et le maire. Euh, c'est parce que très souvent, cette réglementation-là est instruite via les demandes de permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable, puisque l'autorisation en cours d'instruction nécessite l'accord de l'architecte des bâtiments de France qui est compétent pour donner son avis sur ces dossiers-là au regard de ces réglementations-là. Le maire a l'obligation d'en tenir compte
enfin, je la fais court hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de bémols, mais a l'obligation d'en tenir compte dans le cadre des permis d'aménager. Autrement dit, le permis de construire, le permis d'aménager ou la déclaration préalable délivrée au titre de l'urbanisme vaut aussi autorisation au titre des monuments naturels classés et inscrits au titre de la loi de 1915. Euh, donc, ce sont bien des zonages, c'est pour ça que j'ai mis une petite carte à l'échelle de la Bretagne en bas à droite, qui différencie des emprises de sites classés, qui sont la protection la plus importante des sites inscrits. Et alors, il y a peut-être un problème sur la taille. Voilà, je vais peut-être le mettre comme ça on verra mieux. Bah, une photo pour montrer dans le Morbihan à quoi peut ressembler un site classé inscrit. Alors, évidemment, nous, on est de la DDTM du Morbihan, donc les exemples vont être plutôt morbihanais. Je suis désolé, même si j'ai essayé de mettre des cartes à l'échelle des 4 départements administratifs bretons. Et chose importante pour bien faire le lien entre permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable et cette réglementation, on trouve tous ces zonages-là dans les documents d'urbanisme puisque ils constituent une servitude d'utilité publique qui s'impose aux actes d'autorisation de construire ou d'aménager. Voilà pour cette réglementation. On a ensuite la réglementation qui est un peu du même style pour les monuments historiques qui sont classés ou inscrits, classés en général parce qu'ils ont un intérêt national, inscrits parce qu'ils ont un intérêt plutôt local, et ce qu'on appelle les sites patrimoniaux remarquables, qui sont enfin, ce qu'on a appelé des moments des aires de mise en valeur du patrimoine ou d'autres intitulés, mais qui regroupent plutôt, eux, des quartiers entiers, tandis que les monuments historiques concernent plutôt des parties de monuments ou des monuments entiers ou parfois, même si on n'en a pas dans le Morbihan, mais on peut en avoir dans d'autres départements, des allées d'arbres, par exemple. Donc tout ça est codifié dans le Code du patrimoine. Et là, le lien entre cette réglementation se fait à travers l'architecte des bâtiments de France, un peu de la même façon que pour les permis de construire avec les monuments naturels dont je parlais tout à l'heure, puisque lorsqu'un un projet est situé dans le périmètre d'un monument historique ou dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le maire, lors de l'instruction, a l'obligation de consulter l'architecte des bâtiments de France qui va donner son avis ou son visa selon les cas et qui va lier ou pas le maire à ce qu'il va dire. Donc l'autorité compétente est le plus souvent celle compétente en matière d'urbanisme et par ce lien entre code de l'urbanisme, de l'environnement et code du patrimoine. Donc là aussi, c'est une servitude d'utilité publique incluse dans les documents d'urbanisme. Et même si on voit très mal sur la carte en bas à droite, ce sont tous les endroits où on trouve des monuments historiques ou des sites patrimoniaux remarquables à l'échelle de la Bretagne. En bas à gauche, vous voyez un exemple de classement au titre des monuments historiques qui a été fait non pas uniquement pour le bâtiment, mais pour les arbres qui sont à l'intérieur du cimetière de Guéhéno, en l'occurrence. Voilà. Alors, troisième réglementation qu'on retrouve sur la question du patrimoine et des paysages, c'est la question des allées alignements d'arbres. Alors là, on parle bien du patrimoine culturel, des aménités et de la biodiversité. C'est une réglementation assez neuve, puisqu'elle a été créée en 2016, mais surtout applicable à partir de 2023, quand les décrets d'application sont parus. Et en fait, ce que nous dit la réglementation, c'est que toutes les allées et tous les alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique sont protégés. Ils doivent donc être maintenus ou renouvelés ou mis en valeur. Et ce que nous dit cette réglementation, c'est que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou plusieurs arbres d'une allée est interdit. Alors ça, c'est codifié dans le Code de l'environnement, L350, avec une partie 50-3 et une partie décret. Et là, la compétence est celle du préfet au nom de l'État. Et contrairement aux deux autres réglementations dont je parlais tout à l'heure, il n'y a pas de lien juridique avec les procédures d'urbanisme. Autrement dit, quelqu'un qui aurait besoin d'intervenir sur ce type de haie, d'alignement, devrait d'une part peut-être
déposer quelque chose au titre de l'urbanisme, mais aussi en parallèle au titre des allées alignements. Alors, ce texte prévoit des possibilités de dérogation à la nécessité de conservation que je vais évoquer très rapidement. Alors, comme le texte ne définit pas ce qu'est une allée et alignement, je vous ai mis quelques images de ce que ça peut être. Alors, ce qu'on voit directement quand même pour définir ce que sont ces allées et alignements d'arbres, c'est cette notion de régularité de la plantation avec des arbres qui ne sont pas conduits en CP, donc c'est-à-dire avec des troncs plus ou moins hauts, avec des tailles tout à fait particulières, ici taillées en rideau par exemple, et avec des essences bon, assez classiques d'alignement, même si ça n'a rien d'exclusif, qui sont dans notre département plutôt du platane. Il y en a beaucoup, même si ce que je montre ici n'est pas très courant, et on voit plus des choses comme ça dans des squares ou des endroits comme ça, sont le tilleul, le hêtre, on en voit de chêne aussi. Mais voilà, grosso modo, les essences le plus souvent guidées pour former alignement. Donc un rythme et une taille particulière. Euh, il faut préciser que les alignements qui sont concernés, à partir du moment où on a bien caractérisé le fait qu'il s'agit d'alignements, sont ceux qui sont situés le long des voies ouvertes à la circulation publique. Alors ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ça doit être sur domaine public précisément, mais ça veut dire que ça doit être le long de la voie ouverte à la circulation publique. Il peut s'agir il peut s'agir d'une voie privée dès lors qu'elle est ouverte à la circulation publique. Alors, je vois qu'il y a une main qui se lève. Je vais juste finir cette réglementation-là pour évoquer, avant de prendre les questions. Euh, donc voilà, simplement on coupe ce que je viens de dire. Alors, on voit à gauche une coupe qui nous montre enfin, différentes tailles possibles, hein, les rideaux, les espaliers horizontaux, des choses comme ça, les gobelets. Et puis sur la droite, des choses qui vous montrent enfin des vues d'en haut qui nous montrent des plans de masse, quoi, qui nous montrent ce que nous pouvons considérer comme des alignements au sens de cette réglementation. Je dirais qu'on pourrait presque toujours finir nos phrases en disant au sens de cette réglementation, voilà ce qu'est un alignement. Alors bien sûr, et c'est l'encadré ici, euh, on ne, il ne s'agit pas de faire entrer dans cette réglementation ce que par ailleurs on plante en agroforesterie ou les vergers en arboriculture, hein. On est bien d'accord. On est bien sûr des alignements d'arbres qui sont faits dans une optique de composition paysagère pour accompagner un espace public et un espace ouvert au public. Les cas de dérogation, il y en a trois, enfin deux principaux. Lorsque il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique de l'arbre pose un problème, ce qu'on peut parfaitement admettre, auquel cas il y a un ensemble de pièces à joindre pour nous prouver que cela est la réalité. Et sinon, pour les besoins d'une autorisation, par exemple un réaménagement de bourg, un réaménagement de place, des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Alors, oui, évidemment, ce qu'il faut dire rapidement, c'est que si on peut admettre la suppression d'arbres d'alignement ou d'alignement, il n'en demeure pas moins que le texte pose l'obligation de compenser au moins à part égale. Compenser à l'endroit même ou, lorsque ça n'est pas possible, typiquement dans le cadre de travaux d'autorisation pour un aménagement de bourg par exemple, à proximité immédiate et dans un délai raisonnable. Donc voilà, donc avec le petit recul qu'on a sur cette réglementation 2023, on a eu à peu près une petite vingtaine de dossiers dans le Morbihan et la difficulté n'est pas tant dans le fait de prouver les problèmes phytosanitaires que de travailler sur la reconstitution de l'alignement en trouvant les essences qui sont adaptées aux problèmes qu'on a constatés sur le volet phytosanitaire et aux conditions pédoclimatiques, enfin des choses qui sont relativement classiques, quoi. Voilà, et puis bon, il y a un cas un peu exceptionnel lorsqu'il y a un danger imminent, mais je ne vais pas m'étendre dessus. Le principe est le même, c'est-à-dire qu'on a le droit de le couper avant d'avoir l'autorisation, mais il faudra quand même prévoir une compensation. Donc là, si vous voulez, on peut avoir un petit temps de questions. Je vois que Antoine Pont a une question.
Oui, bonjour. Euh, Dis-moi. je voulais savoir, vous parliez du renouvellement justement des alignements d'arbres. Il y a plusieurs alignements d'arbres qui sont situés à moins de 2 mètres de la limite de propriété, donc en bordure de voirie publique concrètement. Et nous, le département met des freins systématiques quant aux plantations à moindre distance de plantation. Donc, qu'en Oui. est-il pour le renouvellement des arbres le long des départementales, par exemple, qui sont plantés à moins de 2 mètres de la limite de propriété? Oui, oui, alors c'est vrai qu'on a ce cas de figure aussi. On a un cas là, qui est exactement celui-ci, parce que l'alignement a à peu près 150 ans. Les arbres ne sont pas en bon état. Ils sont implantés aujourd'hui en bordure de chaussée. Il était sans doute avéré que la chaussée était beaucoup moins large au moment où elle a été faite, mais le fait est qu'aujourd'hui, les troncs touchent vraiment le goudron de la chaussée. Là, ce qu'on essaye de faire avec le conseil départemental, c'est de leur faire faire ce que permet la réglementation, j'en ai pas parlé, mais c'est l'occasion, un petit plan de gestion sur le tronçon de voie, de façon à ce qu'on n'ait pas des demandes au coup par coup sur les arbres qui sont malades les uns après les autres tous les 2 ans, là, mais plutôt une vision générale sur 5, 10 ans, pour savoir comment on va d'une part intervenir dans le temps sur ces arbres-là en fonction de leur état phytosanitaire, et dans le même temps, comment on va reconstituer un alignement d'arbres qui respectent aussi leurs impératifs de sécurité, parce qu'on est bien obligé de faire avec. Et ça me paraît assez logique compte tenu du fait que peut-être sur ces alignements d'arbres, il nous faut avoir une vision de la sécurité un peu différente de celle qu'on aurait pour une haie qui serait au milieu d'un champ, par exemple. Et donc, c'est l'objet de ces discussions-là. Mais l'idée de ces plans de gestion-là, ce serait quand même bien d'avoir notre alignement tout en respectant les conditions qui sont celles de la voie et du règlement du département, quoi. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses pour l'instant, avec le peu de recul qu'on a pour l'instant, quoi. Non, merci. Et deuxième question aussi. Alors, je ne sais pas si c'est valable pour toute la Bretagne, mais j'ai entendu parler la mise en place d'un guichet unique, justement, on voit un petit peu le logo, guichet unique qui serait instruit directement par la DDTM. Oui, ben, Et qu'en c'est. est-il exactement? Enfin, Attendez. Non. Alors, excusez-moi. Alors, ce qu'il en est, oui, ben, en fait, si j'interviens là, même si on ne l'a pas dit, je pense que c'est à ce titre-là. En fait, ce qu'on a essayé enfin, ce qu'on essaie de mettre en place là, depuis un peu plus d'un an, c'est en effet un endroit, parce que tout à l'heure, je montrais un peu qui était compétent sur les différentes règles, et on va continuer à regarder ces différentes réglementations. Et le constat, c'était que la multiplicité des intervenants, que ce soit au sein d'une même structure comme la nôtre ou de d'autres structures ou d'autres services de l'État, faisait que on avait une grande inefficacité dans les réponses qu'on apportait aux demandeurs, puisque dans le pire des cas, s'il y avait, je dis n'importe quoi, 4 réglementations à respecter et la personne faisait 4 demandes, voilà, on pouvait avoir 4 réponses prises au filtre des réglementations qui introduisaient la nécessité d'avoir un dossier, qui pouvaient, dans le pire des cas, être contradictoires. Et donc, on imagine bien à quel point, pour un demandeur, ça peut être assez déstabilisant. Et on imagine bien que cette déstabilisation peut amener des interventions sur le terrain qui, finalement, au final, ne s'occupent pas trop de la réglementation. Donc l'idée du guichet unique, c'était de faire un peu le point, comme on le fait aujourd'hui, sur les différentes réglementations applicables, de comprendre la portée des différentes règles. Et enfin, on va voir au fil de la présentation que les portées sont très différentes selon les règles. Et finalement, d'avoir un point d'entrée unique au sein des services de l'État, qui est donc ce guichet unique est dont j'ai la charge avec une collègue, et de sortir de ce guichet unique une réponse un peu unique qui gérerait de toutes les réglementations pour celle de l'État au moins, hein, et qui serait une réponse au regard d'un peu tous les services rendus par la haie, en fait, quoi. C'est ça le principe, quoi. Donc c'est pour l'instant dans le Morbihan où on essaie de faire ça. Je ne sais pas ce qu'il en est encore pour l'instant dans les autres départements, sachant que, et ça on s'est fait un peu rattraper par le pacte en faveur de la haie sur cette question-là, c'est qu'en même temps qu'on mettait ça en place, le pacte en faveur de la haie a aussi validé la création des guichets uniques haies comme étant une obligation pour tout le monde. Voilà. Donc voilà. Je pense que chaque département devra se doter de cet outil à terme. est-ce que ça veut dire, si j'entends bien, que tous les dossiers sont instruits par la DDTM?
Alors, ça veut dire qu'ils sont instruits dans la mesure où ils sont de compétence État. Parce que on va voir tout à l'heure dans la partie qui suit des dossiers qui sont de compétence maire au nom de la commune. Évidemment, on ne reprend pas l'instruction pour le compte de la commune. Mais par contre, évidemment, et certains d'entre vous qui sont ici aujourd'hui, du moins Morbihanais, ont participé à certaines réunions, on a fait des réunions avec les collectivités pour leur proposer d'éventuellement avoir des échanges de dossiers. C'est-à-dire si un dossier est introduit par le volet urbanisme et que qu'on ait un partage de ce dossier-là pour voir si, au regard des réglementations État, on peut avoir des choses à dire, et inversement. Et, et aussi partager un peu un regard technique pour éviter d'avoir des réponses trop discordantes, même si on peut avoir des façons de voir différentes, on peut le concevoir aussi, quoi. Mais on va le voir par la suite par un certain nombre d'exemples qu'on va vous montrer. Et je vous remercie. Je continue. Donc, sur le volet urbanisme. Alors, le volet urbanisme, euh, je dirais que ce qui est le fondement de la protection sont des motifs. C'est comme ça que c'est rédigé dans le Code de l'urbanisme. Donc là, on bascule sur le Code de l'urbanisme avant tout. Des motifs d'ordre culturel, historique, architectural, écologique, continuité écologique. Euh, c'est important de le souligner parce que jusqu'à il y a quelques années, ça n'était qu'une entrée paysage, quoi. Et d'ailleurs, l'outil s'appelle élément de paysage, mais on essaie quand même bien de rentrer par cette réglementation sur la question écologique, des continuités écologiques, quoi. Donc, différentes façons d'entrer par le document d'urbanisme. Et dans ce cas-là, le PLU va classer des haies de différentes façons. Donc tout ça est codifié aux articles qui sont notés. Mais dans un document d'urbanisme, par définition, l'autorité compétente, ça rejoint ce qui vient d'être dit, est le maire au nom de la commune. C'est-à-dire que ça n'est pas le préfet qui est compétent pour délivrer une autorisation d'urbanisme dès lors que la commune est couverte par un document d'urbanisme. Alors bien sûr, ça nécessite, pour que ce soit applicable, que le document d'urbanisme ait prévu ce zonage, qui peut être de deux sortes. Soit élément de paysage, c'est ce que vous voyez en bas à gauche, soit espace boisé classé. Et j'ai rajouté quelque chose qui est en bas à droite, enfin, ce qu'on appelle les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation dans les documents d'urbanisme, qui ne sont ni plus ni moins que des schémas de secteur, dans lesquels on peut avoir des choses qui sont dites là sur la question des haies. Alors, les outils sont importants à avoir en tête parce que leur portée diffère. Pour un élément de paysage, une haie qui serait classée en élément de paysage, ce que ça implique, c'est que avant d'intervenir sur la haie, alors je prends le cas plutôt de la suppression, hein, parce que logiquement on ne dépose pas une DP pour faire un élagage d'arbres, hein. Mais enfin, pour une suppression, ben, les gens ont l'obligation de déposer une DP urbanisme en mairie, et l'instruction se fait au regard de ce que dit le règlement du PLU. Alors là, on a des choses très très inégales selon les communes, parce que on a des communes qui se contentent d'avoir des éléments de paysage reportés au document graphique, qui impliquent donc le dépôt d'une DP, mais avec aucun règlement derrière. Donc en fait, on a juste imposé à travers ce zonage-là le fait de déposer une déclaration préalable. Voilà. Mais d'autres documents, à l'inverse, vont assez loin en disant, bah, quand on est dans telle catégorie de haies, dans tel contexte, urbain, rural, etc., on va avoir telle ou telle compensation obligatoire. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit non plus tout à l'heure sur les allées-alignements, mais la compensation, évidemment, ne se fait qu'après qu'on ait étudié ce pourquoi on ne peut pas éviter le fait de l'enlever. C'est intéressant à redire, même si ça peut paraître évident, parce que assez souvent, on se rend compte que on nous présente des choses qu'on veut supprimer pour aller vite, mais que on pourrait parfaitement se contenter d'un élagage ou d'une intervention un peu plus soft. Voilà. Bon, ça vous le savez. Et puis on a un autre outil qui s'appelle l'espace boisé classé, qui est quand même à manier avec précaution, parce que par définition, les demandes qui conduisent à vouloir supprimer
une haie qui serait en espace boisé classé, donc supprimée définitivement, j'entends, hein, sont interdites par définition, sont rejetées de plein droit, comme c'est le cas dans un massif forestier, puisqu'il faut garder la vocation haie de la chose qui est protégée. Sur les OAP, en bas à droite, là, ça dépend de la façon dont le document d'urbanisme est rédigé. Là, par exemple, dans cet exemple, il est assez intéressant puisqu'il nous montre que, d'une part, la haie et le talus arboré est à préserver tout en pourtour, là, ce sont les points verts, mais il nous montre dans le même temps qu'une voie va quand même le traverser, ce talus arboré. Et donc, on comprend de ce schéma qu'il sera sans doute admis qu'en partie, ce talus sera enlevé. Mais tout ça ne peut s'apprécier que au regard enfin, un regard précis sur ce que disent les différentes parties du document d'urbanisme, quoi. Donc ça, c'est le cas où on a un document d'urbanisme. On a le cas où on n'a ni carte communale ni document d'urbanisme. Je le dis, mais je fais la distinction car une carte communale n'est pas un document d'urbanisme au sens du code de l'urbanisme, mais c'est un document qui régit quand même l'urbanisme. Mais on a le cas où on n'a pas de document d'urbanisme et où la commune prescrit le fait d'en faire un, donc décide d'en faire un. Et là, je mentionne juste ça pour dire que la délibération qui prescrit l'élaboration du PLU peut soumettre à déclaration préalable les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou de réseaux de haies. Il s'agit donc là bien d'un principe de précaution pour éviter que le projet qui consisterait à protéger les haies se trouve, dès l'approbation du document d'urbanisme, en difficulté, puisque une partie des haies aurait disparu, quoi. C'est un petit principe de précaution en attendant l'approbation du document. Mais sinon, c'est le même principe que lorsqu'il y a un document d'urbanisme, c'est dépôt de la demande en mairie et instruction au regard de ce que dit le code de l'urbanisme, sachant que, là je ne suis pas entré dans le détail, mais on a des dispositions dans le code de l'urbanisme qui permettent quand même de supprimer, enfin non, non, pardon, qui permettent quand même d'éviter la suppression des haies. Enfin, on a un arsenal juridique qui existe dans le code de l'urbanisme pour répondre à ça, quand bien même il n'y aurait pas de règlement très précis, quoi. Bon, voilà. Et dans ce cas de figure-là, évidemment, contrairement au fait d'avoir un document d'urbanisme, il n'y a pas de zonage établi puisque le document d'urbanisme va être fait par la suite. Et ensuite, on a le cas de figure où on n'a pas de document d'urbanisme. Alors, quand on n'a pas de document d'urbanisme et qu'on n'envisage pas d'en avoir un, il y a quand même une procédure qui existe par le code d'urbanisme qui consiste à faire un dossier qu'on soumet à l'enquête publique après avoir répertorié l'ensemble des haies qu'on veut protéger et qui permettent derrière de devoir imposer le dépôt d'une déclaration préalable. Donc il y a deux cas de figure. Il y a présence d'une carte communale, c'est l'exemple en bas à droite, où on voit par le tireté que la haie est préservée, mais ça n'est applicable, parce qu'il me semble qu'il y avait une question sur ce sujet-là, qu'à partir du moment où le volet haie a bien fait l'objet d'une enquête publique au même moment que le projet de carte communale. On a eu des cas il y a enfin, plusieurs années maintenant où des gens avaient délibéré pour la carte communale, mais pas pour le volet haie, qui faisait que le volet protection des haies n'était pas applicable. Bon, là, ce sont des points juridiques qui sont faciles à pallier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut, indépendamment d'une carte communale, faire aussi un dossier qu'on soumettra en enquête publique qui consisterait à répertorier les haies à l'échelle communale, les haies qu'on voudrait protéger, de façon à pouvoir, au stade des autorisations d'urbanisme aussi, pouvoir protéger certains linéaires de haies à travers ce qu'on appelle le règlement national d'urbanisme. Ce qui fait que là, en termes d'autorité compétente, on peut avoir une autorité compétente en matière d'urbanisme qui est soit le maire, soit le préfet. Puisque le règlement national d'urbanisme, je le redis, c'est une application décision préfectorale. Voilà. Donc, préfectorale et par type de fonctionnement, c'est la DGTM qui est service instructeur. Alors, dans le Morbihan, on est très peu, je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs, mais on est très peu concerné par ça, parce qu'on a plus de 95% des communes qui sont couvertes par un document d'urbanisme. Voilà. Voilà, s'il y a des questions sur ces sujets-là. Antoine.
Ouais, je continue. Alors, merci pour l'intervention. Question, qu'en est-il? Parce qu'on constate quand même aujourd'hui que bon nombre de maires n'appliquent pas leur pouvoir de police. Euh, Hmm. Qu'en est-il par rapport à cette question-là? Les maires, les organismes ferment les yeux dessus, sur les arasements. Et autre question aussi, mais ce sera peut-être plus général sur la disparition des haies. Je parle du rognage progressif de la haie. On n'est pas sur un Oui. arasement direct, mais on est Hmm. sur enfin, la pérennité de l'élément bocager, est souvent mise en jeu Ouais, ouais. par une surexploitation ou vous voyez ce que je veux dire, je pense. Ouais, ouais, très bien, trop bien. Merci. Et Euh, petite réflexion aussi, je ne sais pas si vous avez accès au chat, j'ai des collègues qui ont ah des non, questions des je ne fois. vois rien, en fait. Il y a un petit icône en bas qui s'appelle enfin, participant au chat. Si vous cliquez sur le chat, il y a des collègues qui n'ont pas forcément de micro qui posent aussi des questions. D'accord, alors je vais déjà répondre à votre question, mais même si on Merci. veut y répondre après, puis après on regardera en effet le chat. Euh, la question de relever les infractions. Alors, c'est évidemment ce que vous dites est vrai, je pourrais difficilement dire l'inverse, même si, bien évidemment, le code de l'urbanisme ne laisse normalement pas le choix, c'est-à-dire que le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, a l'obligation de relever l'infraction et de faire la procédure. On va voir peut-être par le biais d'exemples tout à l'heure que par la coordination des différentes règles, on peut réussir, nous, à reprendre la main sur ces choses-là et même dans le code de l'urbanisme, il y a des possibilités pour faire en sorte que l'État reprenne la main quand le maire fait défaut. Nous, ce qu'on préfère faire, c'est de voir si on n'a pas d'autres leviers qui sont directement, enfin, là je dis ça pour le Morbihan, hein, qui sont directement de notre compétence pour peut-être générer quelque chose sur le terrain, on va regarder des exemples tout à l'heure, et emmener avec nous le maire, quoi. Voilà. Mais je vais peut-être illustrer tout à l'heure par un exemple, si vous voulez bien. Euh, et la question du rognage progressif, ben ça, oui, c'est le vrai souci qu'on a et qui fait que on intervient d'une certaine façon auprès de certains agriculteurs depuis quelque temps en leur écrivant pour leur dire on a constaté, euh, par exemple, une intervention de broyage du haut de talus de broyage ou alors de coupe à blanc hein, ou de recépage, parce qu'on peut avoir ce cas-là qu'on peut parfaitement admettre. Et comme on ne sait jamais si c'est le début d'une suppression de haies ou un acte de gestion délibéré et parfaitement adapté, quand on a des doutes, on écrit à l'agriculteur avec l'entrée PAC, on va y venir tout à l'heure, pour lui dire que ça peut être une pratique acceptable, mais encore faut-il ne pas la faire tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, et donc travailler sur le temps de retour, puisque le principe, c'est bien la conservation de la haie. Voilà. Donc, bon, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Élise, Oui, bonjour. Euh, bonjour. Moi, j'ai une question concernant le cas où, par exemple, le BC ils veulent récolter et replanter derrière. De ce que je comprends bien, si s'il n'y a pas d'information dans le PLU, ils ont aucune obligation de replanter un boisement avec les mêmes essences. Et notamment, nous, on a souvent les cas de zones humides qui ont été protégées, enfin de boisements en zone humide qui ont été protégés en EBC, où c'est des peupleraies, où on aimerait voir éventuellement d'autres boisements s'y développer plutôt que de replanter du peuplier, et savoir dans quelle mesure est-ce qu'ils, enfin, ils étaient obligés de replanter du peuplier ou ils pouvaient partir sur autre chose. Ouais, alors bon, le cas du peuplier alors ce serait du peuplier qui serait sous forme de massif quand même, de plantation. Alors le cas des peupliers, c'est un peu différent, je pense. Moi, j'ai plutôt regardé la question de la ripisylve. En fait, la question que vous posez, c'est quels sont les autres leviers, hormis la question de l'urbanisme, en fait, quoi. Enfin, c'est comme ça que je Bah, comprends. c'est savoir quand il récolte un EBC et veut replanter au même endroit, au niveau de la compensation, qu'est-ce qu'il a le droit de faire et qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, notamment au niveau des essences, quoi. Parce qu'on a eu Mais, beaucoup mais, d'alignements en ripisylve de peuplier, ouais. mais quand on n'a pas donc de document d'urbain.
Quand on a un document d'urbain qui classe en EBC mais qui dit rien derrière. Ah, qui dit rien. Ben, c'est sûr que si le document ne dit rien en termes d'exigence de compensation ou d'essence ou de positionnement, ben, le document d'urbanisme n'a qu'une incidence, c'est-à-dire d'imposer une formalité avant de le faire. Et c'est là que pour nous, c'est intéressant de faire du lien avec les collectivités parce que bon, il peut y avoir rien dans le document, mais souvent aussi, on a des services communaux qui sont un peu démunis. Alors, je pense bien que des fois, ils vont vers vous, enfin, j'en suis sûr même, mais parfois, ils ne le font pas non plus. Et donc, nous, l'intérêt de partager avec eux, ben, c'est justement d'essayer de voir avec eux les essences qui seraient le plus adaptées pour imposer quelque chose, parce qu'encore une fois, même si le règlement d'Urba ne dit rien précisément. Il y a un article qu'on appelle d'ordre public dans le Code de l'urbanisme qui nous permet d'assortir l'autorisation de prescriptions très précises, en fait, quoi. Et c'est souvent des choses qui ne sont pas très sues ou dont on ne sait pas trop par quel bout les prendre. Et nous, on essaye de les faire prendre par les communes par le bout de la technique, c'est-à-dire de donner un conseil technique, d'assortir l'autorisation du fait de replanter telle ou telle chose de telle ou telle façon, en fait, quoi. Voilà. Mais bon, je ne sais pas si ça répond vraiment à ce que vous dites, mais Si, merci. alors j'ai Timothée, alors moi c'est Bonjour. Michel. Alors, je reviens du coup sur la question précédente et sur votre réponse par rapport aux pratiques délétères sur les haies. Est-ce que du coup, dans un PLU, dans le cadre de la loi paysage, on peut mettre des règles pour préciser que les pratiques néfastes au bon état sont à proscrire en listant ou voilà, et du coup pouvoir avoir avoir un point d'appui et puis pouvoir le signaler en fait. Bah moi Que ce soit les animaux dans la haie, la pelleteuse entre les arbres. Parce ouais, que bien après, sûr. Non, vous mais parliez que vous utilisiez la PAC, mais la PAC, elle protège pas tout, donc elle est pas pertinente totalement, quoi. non, mais on est bien d'accord, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous dirai, au regard des dossiers qu'on a eus en 2024, les réglementations qu'on retrouve le plus souvent, c'est-à-dire celles sur lesquelles on peut s'appuyer. Mais évidemment, plus un document d'urbanisme sera précis sur ses exigences en termes de règlement, comme il l'est pour une construction, hein. Par exemple, quand on Mm. veut construire, on nous dit la construction sera à telle distance, elle sera faite comme ci, comme ça. Bon, cette habitude-là n'est, il me semble, pas encore prise sur la question des plantations, même si je vois de temps en temps des nouveaux documents sur lesquels on nous demande des avis, où les choses ont l'air de se mettre en place. Mais évidemment, on ne peut que militer là-dessus, euh, en faisant quand même attention sur la question des choix des essences, etc., à ben, essayer de se projeter dans les changements en cours en matière climatique, etc., quoi. Et puis en essayant de pas trop faire de maths non plus, je pense. Enfin, je me méfie un peu des approches qui sont trop précises parfois, quoi, parce qu'il faut garder un peu Oui, de oui, souplesse, bah, faut je pense. pas. Mais en tout cas, je pense que ça pourrait largement nous aider, ça c'est sûr. Merci. Il y avait des questions, alors il faut que j'arrive à les voir, comprenne comment ça marche. Je vais te Salut, les ça va lire bien. si tu veux. Si c'est la question de Thierry Martin, est-ce que les pratiques des gestionnaires de réseau peuvent également être intégrées aux mesures de gestion? Euh, bah, alors, est-ce qu'elles peuvent... Attends, redis la question? Est-ce que les pratiques des gestionnaires de réseau peuvent également être intégrées aux mesures de gestion? Alors, quand on dit mesure de gestion, on pense à quoi? Parce que je... Je ne sais pas si Thierry, tu as ton micro, tu peux désactiver ton micro pour... Oui, Merci. vous m'entendez là? Oui, oui. Oui, Bonjour. bonjour. Oui, ma question, en fait, elle n'est pas très claire sur la fonction de mesure de gestion. C'était, en fait, on parlait des agriculteurs précédemment, les précédentes interventions. En fait, en Loire-Atlantique, on a beaucoup de haies qui sont gérées par les gestionnaires de réseau et enfin, les haies sont détruites. Donc ça, est-ce que ça peut être intégré dans le PLUI ou le PLU de la commune en matière de... Enfin, est-ce qu'il y a des mesures de gestion aussi qui peuvent être imposées aux gestionnaires de réseau?
Est-ce que c'est plus clair? Oui, oui, non, oui, tout à fait. Ce qu'il faut rappeler, hein, c'est que les dispositions d'un document d'urbanisme s'appliquent à tous, y compris les gestionnaires de réseau. Alors, il est sans doute illusoire de penser que, il suffira de mettre des règles qui sont rédigées pour répondre aux problématiques des réseaux par rapport aux haies. Mais enfin, en tout cas, les textes s'appliquent à eux également. Donc c'est vrai que s'il y avait des textes très clairement faits pour eux, ça trouve à s'appliquer. On voit parfois des DP sur lesquels on nous demande notre avis, qui sont introduites par le volet urbanisme et qui sont déposées par les gestionnaires de réseau. Et surtout, on n'en voit pas beaucoup. Euh, donc, euh, ça serait, pour moi, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire, dans un règlement de PLU, je pense qu'on peut largement mettre des choses comme ça, oui. Ouais, ouais. Ce qui pourrait d'ailleurs nous conduire aussi à discuter de quel type de plantation sous les réseaux, des choses comme ça, quoi. Voilà. Mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je continue. Je vois Timothée là, qui lève la main. Je sais pas. Je crois que Timothée n'a Il a pas. C'est baissé. bon, j'avais pas baissé. C'est bon. Ah oui, D'accord. pardon. Donc je continue? Ouais, ok. Donc, sur la partie environnement, enfin, ce qu'on a appelé environnement, euh, nous, on a mis quatre points là-dedans. Natura 2000, les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, on pourrait dire les réserves naturelles aussi, les espèces protégées et la loi sur l'eau. Alors, Natura 2000, peut-être certains connaissent bien, d'autres un peu moins. On est bien sur une entrée biodiversité réseau d'espaces protégés. Donc, c'est bien une politique européenne de préservation de la biodiversité. Et par ces sites-là, on vise une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans les activités humaines, hein. On n'est pas du tout dans un dispositif où il s'agit d'exclure l'homme des milieux, ce qui est quand même très intéressant. Et ces sites sont désignés pour protéger des habitats et des espèces qui sont protégés à l'échelle européenne, quoi. Donc, Natura 2000 contient un volet gouvernance, le travail avec les collectivités, les associations, les services de l'État, un volet travaux, et, ce qui nous intéresse aujourd'hui, un volet évaluation des incidences Natura 2000. Donc, tout ça est codifié dans le Code de l'environnement. Bon, voilà. Alors, sur le volet haies, c'est un arrêté du 1er décembre 2014 qu'on appelle le régime propre Natura 2000, c'est-à-dire un régime qui est spécialement dédié, un régime d'autorisation spécialement dédié à ce qui se passe dans les sites Natura 2000. Et là, on nous dit qu'est soumise à évaluation d'incidence Natura 2000 l'arrachage de haies. Et ici, on nous définit ce qu'est une haie. Alors, voilà, on nous dit que c'est un ensemble linéaire d'arbres, d'arbustes, d'arbrisseaux. Donc là, déjà, on voit qu'on a les différentes strates, libres ou taillées, d'accord, haut et bas, lignes boisées d'une largeur moyenne en cime inférieure à 25 mètres, bon, et d'une longueur au moins égale à 25 mètres, comportant au moins trois arbres recensables. Et pour que ce soit le cas, c'est un diamètre à 1,30 m supérieur ou égal à 7,5 cm. Bon, d'essence forestière avec une densité. Bon. Alors tout ça fait que c'est censé nous dire ce qu'est une haie. C'est une vision un petit peu statique des choses, mais pourquoi pas. Là, la compétence pour délivrer la demande, c'est le préfet. Et les zonages, on peut les trouver à différents endroits sous Géobretagne, mais c'est aussi le site de l'INPN, là, l'inventaire du patrimoine naturel. Et là, peut-être ce qui diffère un peu des choses, c'est que dans l'instruction, juridiquement, on s'intéresse aux habitats d'intérêt communautaire, c'est-à-dire ceux pour lesquels le site Natura a été désigné, et les espèces d'intérêt communautaire, celles de la même façon pour lesquelles le site a été désigné. Et dans la façon d'instruire ces règles-là, on est bien sur le fonctionnement écologique. C'est-à-dire que si on nous dit je veux supprimer une haie à tel endroit, on va essayer de comprendre à travers ce dossier-là quel intérêt cette haie a sur les habitats et les espèces qui sont à l'origine de la désignation du site, dans l'endroit précis dans lequel on est, tant en phase travaux qu'en phase dite de fonctionnement, quoi. C'est-à-dire qu'après travaux. Donc évidemment, c'est quelque chose
qui peut avoir une certaine complexité, enfin, c'est pas complètement binaire, et qui s'appuie quand même sur l'écologie de l'espèce ou ce qu'est le milieu naturel, quoi. Donc, ça va être très différent selon les milieux, selon la proximité des tourbières, des zones humides. Enfin bon, voilà. Donc là, ce qu'il faut retenir, je crois, c'est qu'on est bien sur la fonctionnalité, quoi. Donc, ce que je dis là pour les gens, parce que je vois des gens qui sont plutôt à cheval, je crois, sur la Manche et l'île-et-Vilaine, en Mont-Saint-Michel, de mémoire, s'applique aussi en baie du Mont-Saint-Michel. Bon, voilà. Je déroule. On a ensuite le volet arrêtés préfectoraux, enfin les arrêtés, ce qu'on appelle les APPB, arrêtés préfectoraux de protection de biotopes ou les réserves naturelles. Alors je vais plutôt focaliser sur les APPB parce que les réserves naturelles, c'est quand même quelque chose de très particulier où tout est réglementé de façon importante. Donc là, on est bien sur une entrée biodiversité aussi. Et ah oui, l'arrêté de protection de biotopes est bien un outil réglementaire sur domaine terrestre signé par le préfet qui vise la préservation des biotopes ou de toute formation naturelle nécessaire à la survie d'espèces protégées qui seraient présentes dans le site, quoi. Et il s'agit bien, par ces règles-là, de discuter des pressions qui s'exercent sur ces milieux et sur les espèces en essayant par des règles qui sont en général des interdictions alors, d'éviter cette pression-là, quoi. Donc, là, j'ai mis rapidement une petite carte aussi. On voit que selon les départements, il y en a plus ou moins. Là où il y en a le plus de mémoire, ça va être le Finistère et le Morbihan. Il y en a un peu moins dans les Côtes, oui, moins dans les Côtes d'Armor et Ille-et-Vilaine, je ne sais plus trop. Mais pour savoir si les choses s'appliquent, encore faut-il regarder ce que dit l'arrêté précisément, quoi. Puisque par définition, c'est du sur-mesure au regard de l'espèce qui fait qu'on fait un arrêté de protection de biotope. Donc là, je suis désolé, je vais surtout parler du Morbihan pour ce que je connais, mais dans le Morbihan, on a 4 arrêtés de protection de biotope sur la protection de la mulette perlière qui traitent de cette question-là et qui nous dit que dans les bassins versants qui font l'objet de ces arrêtés de protection de biotope, toutes les haies, les talus mûrs, les alignements d'arbres, qui sont définis d'ailleurs dans l'arrêté, sont protégés. Alors il y a aussi un régime de dérogation, parce que c'était les discussions lors de la mise en place de ces arrêtés, il a fallu trouver des systèmes pour d'une part protéger, mais sans en faire des réserves intégrales quand même, parce qu'on est quand même sur des bassins versants où il y a à peu près 5000 habitants et 200 exploitations agricoles, donc il faut quand même pouvoir discuter de l'évolution de la maille. Mais enfin, l'optique de conservation des haies est quand même clairement exprimée en article numéro 1 d'ailleurs. Bon, voilà. Et finalement, dans le Morbihan, sur une trentaine d'arrêtés de protection de biotope, on n'a que ces 4 gros arrêtés, alors qu'ils sont gros en termes de surface, qui traitent de ces questions-là, les autres étant plutôt sur le volet chauve-souris, où il pourrait y avoir un sujet également, ou sur la côte, sur des questions d'oiseaux, quoi. Bon. Ce qui nous amène naturellement à discuter du volet espèces protégées. Alors, là, les espèces protégées, pour rappel, hein, ce sont les espèces sauvages, animales ou végétales qui sont protégées par la réglementation. Et ce qu'on interdit dans cette réglementation, c'est l'atteinte aux spécimens, toute perturbation intentionnelle, ce mot est très important, la dégradation des habitats de ces espèces et, de façon peut-être plus anecdotique, la détention, le transport, la naturalisation de ces espèces. Alors là, j'ai simplement mis en image quelques espèces qui vivent dans nos talus et arbres bocagers. Pour vous dire qu'il y a il y a différents groupes d'espèces, hein. On pense bien sûr aux oiseaux, aux chiroptères, mais aussi on doit y penser à tout ce qui est reptiles et gastéropodes. Sur la partie ouest de la Bretagne, on peut penser à l'escargot de Quimper, qui a le gros désavantage par rapport à d'autres espèces de ne pas être aussi mobile. C'est-à-dire que lui, on peut venir à côté de lui, il n'a pas peur de nous, quoi. On est bien d'accord. Donc il ne va pas fuir. C'est important parce qu'il y a toujours dans l'appréciation de cette règle la notion de capacité de report de l'espèce, quoi. C'est un peu la même chose sur le grand capricorne qu'on va plutôt lui trouver dans la partie est de la Bretagne, un féodé aux arbres plutôt vieillissants, bah, qui est quand même pas très mobile, quoi. Voilà.
Bon, et en fait, ça c'est donc codifié dans le Code de l'environnement. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il ne suffit pas qu'il y ait une espèce protégée dans un milieu, donc en l'occurrence ici pour nous aujourd'hui dans une haie, pour déclencher une dérogation. Encore faut-il pouvoir dire que compte tenu de ce qu'est cette espèce, de son aire de répartition, eh bien, il y a nécessité, au regard des travaux et de l'ampleur des travaux, de déclencher une dérogation espèce protégée. J'y reviendrai tout à l'heure sur un exemple, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il n'y a pas de zonage particulier. C'est-à-dire que cette réglementation-là s'applique sur la totalité du territoire national, dès lors qu'on est capable de dire que les milieux en question ou les espèces sont des espèces, habitats d'espèces ou des espèces présentes, quoi. Alors, ça se gère quand même d'une certaine façon dans la PAC et dans d'autres réglementations, quelles qu'elles soient, par ce qu'on pourrait appeler le calendrier du bocage pour faire en sorte de respecter le cycle de reproduction des espèces, c'est un premier évitement, et le cycle de la végétation. Donc, de façon très classique, mais ça, vous savez tout ça, éviter les tailles à certains moments de l'année, maintenir des micro-habitats. Alors, ça, c'est par exemple, vous savez bien que le lierre, par exemple, est des choses que certains estiment mortifères pour l'arbre. Bon, ça se discute largement, je crois. Bon, voilà, enfin, des choses comme ça. Rentrer dans une dérogation espèce pro pour la question de la haie, c'est très très compliqué quand on pense aux critères qui sont à réunir pour, euh, pour pouvoir délivrer la dérogation. Je dis ça notamment, je pense quand je dis ça, pas aux haies qu'on détruit dans les projets routiers, parce que là c'est plutôt assez simple et quasi systématique, mais pour les haies paysannes qu'il s'agirait de détruire même sur des petits tronçons, parce que, à supposer qu'il y ait des espèces protégées peu mobiles, pour pouvoir délivrer la dérogation, il faut pouvoir démontrer la raison impérative d'intérêt public majeur. Et là, c'est un peu compliqué de le démontrer. Et ça, avec des règles comme ça, on peut très facilement figer un maillage bocager. Alors, enfin, je ne peux pas être contre ça, mais il faut aussi parfois être un peu à l'écoute des nécessités d'évolution du bocage. Tout ça pour dire que c'est une réglementation qui n'est quand même pas très simple à manier dans les cas les plus courants qu'on ait. Alors, sauf quand ce sont des grands, grands linéaires de haies, quoi. Voilà. Bon, on parlera d'un exemple tout à l'heure. Euh, et ensuite, je voulais évoquer la question de la loi sur l'eau, puisque là, donc on est plutôt sur la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides, qualité de l'eau, etc. Et nous, on avait identifié potentiellement euh, différentes possibilités, qui sont les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, qui peuvent contenir des éléments en lien avec les haies. Mais pour les exemples que je connais, dans le Morbihan du moins, il ne me semble pas, mais peut-être vous pourrez me dire l'inverse, qu'il y ait vraiment des règles très précises sur la question des haies. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent ce que vous en pensez. Bien sûr, à chaque fois, on nous parle de l'importance de la haie comme outil au service de la qualité de l'eau, etc. Mais un règlement qui nous dirait, comme il le dit très souvent sur les zones humides, il faut protéger l'intégralité du maillage bocager. Moi, je ne crois pas avoir vu ça dans les sages, mais peut-être vous le savez mieux que moi. Euh, et puis, il y a les entrées par la nomenclature loi sur l'eau qui régissent à partir de quand on déclenche une procédure loi sur l'eau. Alors, vous avez identifié plutôt celles qui ont trait à la ripisylve, et puis évidemment le lien avec les aménagements fonciers dont on va parler tout à l'heure. Mais là encore, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une compétence préfet, en tout cas sur les autorisations données au titre de la loi sur l'eau, autorisation ponctuelle, et qu'il n'y a pas de zonage particulier. Ça va donc être une entrée milieu, voilà, qui va nous intéresser. Donc Laetitia a une question. Oui, bonjour. Bonjour. Donc je suis à l'EPTB Haut-et-Vilaine et donc actuellement il y a la révision du SAGE Vilaine et donc c'est pour répondre à votre dernière remarque là Ouais, sur ouais, ouais. la réglementation des haies dans le règlement du SAGE.
Donc, il était envisagé initialement de faire une réglementation justement sur la destruction des haies, sur l'ensemble des haies, sur le bassin de la Vilaine. Et en fait, il s'avère, enfin, c'est assez compliqué. Il faut faire un zonage ZSCE sur certaines zones en particulier du bassin de la Vilaine pour appliquer une réglementation spécifique en cas de destruction de haies, parce qu'on envisageait si il y avait destruction de haies, et encore, enfin voilà, c'était assez verrouillé, il fallait une compensation de 400%. D'accord, ouais. Voilà. Et bon, on va voir le devenir de cette règle, mais bon, a priori, c'est quand même assez compliqué de mettre ça dans le règlement, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Bah, ça explique sans doute pourquoi on le Oui. voit pas trop. Mais il n'empêche que je trouve intéressant, parce que nous, ça peut nous servir quand on intervient, évidemment, au stade des autorisations individuelles, on va dire, que des choses soient dites, quoi. Voilà, Mm. toutes les recommandations qui sont inscrites, tous les schémas qu'il peut y avoir sur l'importance du bocage, ce sont des choses dont on peut quand même se servir pour rappeler des choses qu'on connaît tous, hein, mais qui peuvent avoir un certain écho auprès des gens avec qui on travaille, quoi. Parce que quand on liste les différentes réglementations qui s'appliquent à un cas, on va regarder tout à l'heure, bon, ça fait une règle de plus qu'on peut mobiliser, même si dans le détail, ça ne se mobilise pas de façon si simple, c'est quand même un argument supplémentaire. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt positif d'avoir des choses là-dessus, ouais. Mais en plus, enfin, l'idée de cette règle, c'était peut-être d'harmoniser un peu justement ces réglementations entre le code de l'urbanisme, Ah, voilà. voilà, la PAC qui protège qu'une partie des haies. Là, l'idée, c'était quand même de faire quelque chose qui s'applique à toutes les haies. Et avec des règles de compensation qui soient égales partout en fait Mmh, mmh. et qui soient plutôt dissuasifs aussi, mais qui n'empêchent pas non plus quand même des projets d'aménagement Oui, oui. foncier, etc., quoi. Je crois que c'est un peu ça qui avait été voulu dans le cadre des quatre arrêtés de protection de biotopes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'avait pas un zonage qui répertoriait toutes les haies, mais qui disait, par principe, l'ensemble des haies doivent être conservées. Ce qui Oui. n'empêche pas ce que vous dites, c'est-à-dire une certaine évolution dans certaines choses vues avec grande parcimonie, mais l'intention est largement exprimée, quoi. Voilà. Après, il y a dans le règlement de SAGE, c'est bon, c'est assez compliqué, mais normalement, pour l'application d'un règlement, il faut qu'il y ait une cartographie. Ouais, ouais, d'accord. Hmm. Voilà, qui soient associés, et notamment une cartographie des haies qui vont être impactées par ce règlement. Ok, ça fait un état zéro, quoi. Ouais. Hmm. Ok, Antoine. Oui, je crois que c'est Antoine ce qui est en Avec le question. micro, c'est mieux. Ouais. Pour la suppression des haies en zone humide, j'ai cru comprendre que ça pouvait faire partie de déblais ou remblais de zone humide, justement. Ce Oui, qui permettait de les protéger un peu plus, dès lors que c'est référencé en zone humide. ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que dans la nomenclature loi sur l'eau, on n'a pas trop le mot est, mais il n'empêche que dans chacune des rubriques, dès lors qu'on est sur tel ou tel milieu ou tel type de travaux, assez vite, on va trouver de la question de la haie. C'est pour ça que pas trop s'arrêter à, je pense, à telle ou telle nomenclature. Il faut juste avoir en tête que la loi sur l'eau peut être un levier supplémentaire pour dire des choses, y compris sur les haies. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends les choses, quoi, et dont on se sert de ça sur les dossiers qui nous sont soumis, en fait. Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions écrites. Non, il n'y en a pas. Ok. Ah ben, je continue alors. Je continue. Alors, c'est un peu le dernier paquet. Euh, Périmètre de captage d'eau potable, aménagement foncier, politique agricole commune et un petit truc sur les arrêtés préfectoraux, sur les linéaires de boisement. Donc, sur les périmètres de captage d'eau potable qui sont mis en place dans le cadre de déclarations d'utilité publique pour protéger la ressource en eau à des fins de consommation humaine. Donc là, tout ça est codifié au Code de la santé publique et ça se traduit par un arrêté préfectoral et qui contient un zonage.
en général, mais ça n'est pas une obligation, je crois, un périmètre immédiat, rapproché, éloigné. Ce qui est intéressant, c'est que ces zonages-là, on les trouve dans les documents d'urbanisme dès lors qu'il y en a, puisqu'ils sont des constitutifs de servitude d'utilité publique. De la même façon, pour ce que je disais, des monuments naturels tout à l'heure et des monuments historiques. Mais par contre, pour savoir si des choses sont dites sur la question des haies, bah là encore, il faut aller voir le cas précis pour savoir si quelque chose est dit. Alors là, j'ai mis un exemple hein, sur Ploermel, en bordure de l'étang au Duc, où on nous dit clairement sont interdits la suppression de l'état boisé des parcelles, ainsi que la suppression des friches, taillis, haies et talus faisant obstacle au ruissellement. Alors bon, voilà qui devront être conservés conformément à un plan et qui nous rappellent que ça n'empêche pas de faire une exploitation du bois. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, nous, dans les demandes qu'on voit, mais c'est arrivé de temps en temps. Et donc, c'est un levier possible, quoi. Euh, on va donc passer ensuite. Ah oui, la question de l'aménagement foncier rural. Alors, je ne sais pas s'il y a des collègues qui travaillent sur ces questions-là. Je pense à Laurence au conseil départemental du Morbihan qui va pouvoir me compléter si je dis des bêtises. Euh, donc, dans le cadre des aménagements fonciers ruraux qui contiennent l'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, qui, je le rappelle, a pour but de, on va dire, améliorer les conditions d'exploitation des fermes, en fait, quoi, hein, regrouper le foncier, etc. Mais aussi de chercher une plus-value dans les aménagements fonciers, en fait, quoi, hein, et dans les travaux connexes qui peuvent avoir lieu. Donc ça, c'est introduit par le Code rural et de la pêche maritime. Là, on est sur le seul sujet, en tout cas que nous, on est identifié sur les réglementations haies, qui relève de la compétence du conseil départemental à travers son président. Et ça ne se fait que pour les communes sur lesquelles un aménagement foncier rural a été prescrit. Là, j'ai juste mis la carte que les collègues du département nous avaient envoyée dans le département pour vous dire qu'on est sur une quinzaine de communes, je crois. Et enfin, il y a un peu comme tout à l'heure lorsqu'il s'agissait de prescrire un document d'urbanisme, eh bien, il y a des dispositions conservatoires possibles puisque le président du conseil départemental peut fixer parmi les travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations, peut indiquer que les linéaires de haies en font partie. Ce qui nous permet, nous, sur ces communes-là, de faire des échanges de dossiers avec le conseil départemental, échanges réciproques, pour savoir les leviers et puis sur le fond, ce qu'on peut en penser en attendant la clôture des opérations et des travaux connexes. Voilà. Timothée avait quelque chose à préciser. Oui, dans le cadre des AFAF, pour le après AFAF, a priori, il y aurait l'arrêté préfectoral qui permettrait de protéger le bocage à minima qui aurait été replanté dans le cadre des compensations. Oui, voilà, bah, on va en reparler un peu tout à l'heure, mais en effet, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Je Mais bon, peux- c'est encore en cours de discussion et c'est un peu le flou. Je sais pas il y a quelqu'un qui travaille en conseil départemental là, parmi les gens qui sont présents, qui pourrait repréciser peut-être ce que vous dites là, c'est-à-dire comment cette chose-là est comprise et envisagée. Est-ce que vous m'entendez, Laurence Voilà. Chauvet? Laurence est là. Bonjour Sébastien, bonjour Oui. Valérie. Bonjour On est Laurent. voisins, hein, presque. Ouais. Laurence Chauvet, donc je suis chef du pôle aménagement foncier rural au département du Morbihan depuis pas très longtemps. Avant, j'étais à la DDTM, donc voilà, je travaillais avec Sébastien, donc tout ça, c'est des choses qui me parlent. Et en tant que responsable des procédures d'AFAFE au département du Morbihan, donc je confirme ce qui a été dit, hein, que pour chaque opération, on en a en fait 8 qui sont vraiment le nez dans le guidon. On propose bien sûr au président un arrêté pour fixer une liste de travaux qui est assez exhaustive, hein, qui permet de ne pas modifier l'état des lieux pour suivre cette évolution de l'état des lieux en le soumettant souvent ces évolutions à autorisation préalable du président afin que le géomètre en charge des opérations puisse avoir connaissance de ce qui se passe. Et concernant les boisements linéaires et les haies, effectivement, on interdit bien sûr la destruction pour aussi, pendant toute la procédure et jusqu'à la clôture. Après la clôture, je vais en parler juste après, ce qu'on fait.
Mais en tout cas, pendant la procédure, l'idée, c'est que comme on va travailler, alors sur plusieurs années, bien sûr, sur un futur parcellaire, qui quelquefois fait que ben, un propriétaire perd une parcelle, il s'en va attribuer une autre, mais avant de partir, il pourrait avoir tendance à dire ben, moi, je coupe les haies parce que ben, je perds la parcelle, mais je veux valoriser ce qu'il y avait dessus. Donc, c'est aussi ça qu'on veut interdire dès le début pour éviter que dès lors qu'on commence à parler d'AFAFE sur une commune, les tronçonneuses sortent plus facilement. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en place. Et sur le post-clôture, quand l'opération est terminée et qu'on lance les travaux connexes, et ça, c'est notamment une demande de l'autorité environnementale, la MRAE, puisqu'on est soumis à autorisation environnementale, qui a demandé, et c'est ce qu'on fait systématiquement, que toutes les haies qu'on plante, puisque en AFAFE, on arrache très très peu, mais on va surtout sur de la plantation, on puisse demander à la commune de prendre le relais de façon à classer au titre des éléments du paysage ou des espaces boisés classés les haies que nous allons planter à l'issue de l'opération pendant les travaux connexes. Voilà pour répondre à la question de je ne sais plus qui tout à l'heure sur l'après à FAFE. Mais là, l'arrêté est vraiment sur la durée de l'opération qui dure plusieurs années, je le précise. D'accord, merci Laurence. Il y avait d'autres commentaires, Antoine et Timothée. Ah, vas-y, Je reviens, Antoine. merci Timothée. Je reviens sur ce que disait Laurence. Nous, on a le cas sur une commune, Conon-Marge-de-Bretagne, où il y a eu un AFAFE il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, les haies n'ont pas été protégées au sein de l'urbanisme et on commence à voir des disparitions de haies justement replantées, avec malheureusement des haies qui ne sont inscrites nulle part et pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution pour freiner l'érosion des jeunes haies qui ont été replantées dans le contexte AFAFE. Donc, si vous avez des solutions, je suis preneur. Ouais. Et même remarque, en fait, c'est pour ça qu'a priori, enfin, pour l'Ille-et-Vilaine, ils sont en cours de discussion pour voir par rapport à un arrêté préfectoral pour protéger au minimum ce qui va être créé. Parce qu'au final, transmettre aux communes, mais bon, déjà, c'est au bon vouloir de la mairie, comme on a déjà évoqué un peu avant. Et pour les mairies qui n'ont pas de PLU, bah, il n'y aura pas de suivi, il y aura pas, voilà, il y a pas de suivi et elles sautent après au fur et à mesure du temps, quoi. Oui, oui, Donc, bah, je pense pas que juste le transfert aux communes soit le plus pertinent. Ouais. Si je peux compléter, dans la continuité de ce que je vous disais tout à l'heure de la demande de la MRAE dans le cadre de notre autorisation environnementale, donc elle a demandé l'engagement de la commune, donc on les fait délibérer pour le post-AFAFE. Et on a prévu aussi un suivi environnemental par un bureau d'études de la mise en place de ces haies nouvelles, des plantations, que ce soit sur talus ou pas. La MRAE nous a demandé d'assurer ce suivi environnemental pendant, je crois que c'est 10 ans, avec, bien sûr, pendant les travaux connexes, s'assurer que la mise en place de ces haies ou tout ce qui touche aux haies soit fait dans des bonnes conditions et de s'assurer par un, quand j'ai plus les périodes, enfin les délais, mais de s'assurer par un rapport au bout de 2 ans, au bout de 4 ans, etc., s'assurer dans le temps de justement du maintien de ces haies. Donc voilà, c'est un petit peu cette expérience du Morbihan qu'on met en place et qu'on va mettre en place. ok, merci. Est-ce qu'on continue? Là, je vais laisser la parole à Valérie sur le volet PAC. Alors, au titre de la PAC, donc les agriculteurs sont soumis à la conditionnalité puisqu'en contrepartie, il y a les paiements des aides et donc notamment le maintien des... Donc là, pour la réglementation 100% PAC, la haie est définie de la façon suivante. Donc c'est l'unité linéaire de végétation ligneuse implantée à plat, sur talus ou sur creux avec des présences d'arbustes ou présence d'arbres et d'autres ligneux. Et donc, les éléments correspondant à cette définition de la haie doivent avoir une largeur inférieure ou égale à 10 mètres.
et ne sont pas inclus dans cette définition des haies, les alignements d'arbres et les bosquets. Alors, on a refait justement avec la création de ce guichet unique un formulaire qui reprend les grandes lignes du formulaire précédent. Et donc, dans le cadre de la PAC, l'agriculteur doit avoir le maintien de ces haies, mais a la possibilité de les supprimer en nous faisant une déclaration préalable et en fonction des cas dans lesquels il peut rentrer, il y a compensation et réimplantation obligatoire. Je sais pas, il n'y a peut-être pas besoin de. Enfin, je sais pas, là, il y avait peut-être des questions là-dessus, parce que souvent la PAC est comprise comme étant quelque chose de très puissant. Alors, Mm. vos impressions, Laetitia? Pas du tout. Je- dans le 35, c'est cette notion d'alignement d'arbres qui est très gênant. Dans le 35, on a énormément de haies, finalement, qui rentrent dans cette dénomination. Ils se débrouillent très bien pour que ça rentre dedans. Et donc, c'est absolument pas protégé par la BCAE 8. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a des contrôles d'évolution entre ce qui avait été déclaré en 2015 comme haie et au fur et à mesure du temps qui deviennent des alignements d'arbres, justement par surentretien des dessus de talus, etc., pour essayer de faire passer ça en alignement d'arbres? Non, en fait, le problème au niveau de la PAC, c'est effectivement depuis 2015, on a cette numérisation de tous ces éléments du paysage qui a été fait par, on va dire, par plusieurs, il y a eu plusieurs portes d'entrée. Il y a eu l'IGN à un moment, il y a eu les DDT à d'autres moments, il y a l'agriculteur aussi, il y a eu des prestataires étrangers. Donc, la base de 2015 peut être faussée dans certains départements, voilà, plus ou moins. Tout dépend sur quel organisme on est tombé. Et normalement, l'agriculteur, chaque année, doit justement vérifier toutes ces numérisations pour correspondre à la réalité du terrain. Alors moi, je suis arrivée dans le Morbihan, ça fait juste 2 ans. Mais je sais que dans des départements, le mot d'ordre, notamment des chambres d'agriculture, au moment de 2015, a été de dire justement, vous basculez toutes vos haies en arbres alignés, comme ça, il n'y aura pas de souci si un jour vous voulez les détruire. Voilà, j'ai pas l'historique de la Bretagne, donc je ne vais pas me prononcer dessus. Mais voilà, si on va dire ce typage a été fait à un instant T comme ça, si l'agriculteur de lui-même ne le modifie pas, s'il n'est pas contrôlé, le typage aliment d'arbres va être maintenu. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais Hum, si c'est pas une action de l'agriculteur lui-même ou suite à un retour contrôle, nous, en tant qu'administration, par photo-interprétation, on est incapable de faire la différence entre un alignement d'arbres et une haie, sauf si l'alignement d'arbres, comme on a pu voir au préalable, on arrive vraiment à distinguer les houppiers et là, on se dit effectivement, c'est vraiment un alignement d'arbres. Mais sans aller sur le terrain, nous, en tant qu'administratif, on est incapable de dire c'est une haie ou un aliment d'arbre pour la PAC. Alors ma question, c'est dans ces cas-là que ça me vient là tout de suite. Donc c'est sur déclaration de l'agriculteur et si Oui. jamais il fait un changement d'une année sur l'autre, est-ce qu'il doit le justifier? Ouais. Enfin, ouais, est-ce Alors, que ça se voit quoi? pas forcément. Alors, oui, c'est au moment de sa déclaration où en fait il va modifier le typage Hum, de cette fameuse SNA, surface non hum. agricole. Et nous, derrière, à l'instruction, on va accepter sa modification ou on va la refuser en fonction de ses justificatifs ou de notre photo-interprétation.
Oui, donc si, ouais. Et est-ce que vous regardez, vous remontez plusieurs années avant dans votre photo-interprétation pour voir si il n'y a pas une haie qui était en haie avec Oui, des arbustes, etc., et qui devient un alignement d'arbres. eh ben oui, mais on a. Alors, déjà, on peut pas parce que les orthophotos ben, ne sont pas à l'instant T ou millésimées l'année de la déclaration. Donc, on a déjà cette problématique. Et puis, comme je vous disais, nous, par photo-interprétation, on n'est pas en mesure Mm, de certifier l'exactitude de la haie ou des arbres alignés. mm. En tout cas, c'est celle-là qui saute, hein. Oui, oui. Merci. Élise, Élise. Élise, question. Ouais, j'ai un cas très précis en tête où on a eu un rachat d'une parcelle par un exploitant. Donc déjà, je voulais savoir si il y avait plus de latitude dans la PAC en lien à des rachats vraiment récents. Parce que en fait on avait une très ancienne haie à cet endroit-là, très vieille et très fournie, qui a été arrosée à plus de 75%, qui du coup est toujours déclarée en haie dans la PAC, mais je ne sais pas s'il va demander son passage en arbre aligné maintenant. Donc voilà, savoir si comment ça se passait en cas de rachat de parcelle. Bah, là, on en revient toujours au même. Ça va dépendre de sa déclaration. Enfin, il doit mettre à jour sa cartographie. Donc, si la haie est toujours présente, il la maintient. Si elle est arrachée et supprimée, la numérisation de cette haie doit disparaître. Il doit la mettre à jour. Et donc, nous, ça arrivera en suppression. Et sans oublier de déposer le formulaire Avec une compensation. avec une compensation. C'est-à-dire Donc, qu'on est bien dans les cas de figure, là, j'ai remis la diapo là, sur les cas possibles. On est bien dans le cas de figure, là, si c'est vraiment un achat très récent qui vise à agrandir un champ, en fait, quoi, mm, en rassemblant deux parcelles, dans le cadre de ce qu'on appelle dans la PAC un déplacement, bon ben mm. voilà, dans le cadre d'un transfert de parcelles entre deux exploitations, mais ça sous-entend quand même euh, un dépôt de demande, une validation, et validation qui ne peut intervenir qu'après présentation de la compensation, en fait. Ouais, ouais. Parce que là, il y a pas eu de dépôt de demande qui a été fait. Et je me demandais, vu qu'il reste trois arbres sur tout le linéaire et en tout, euh, s'il considérait que la haie était toujours là et que c'est pour ça qu'il n'a pas fait la demande ou si juste il voulait passer en. Non, mais des cas comme ça, on en a, quoi. C'est-à-dire Mm. que, et c'est là peut-être l'intérêt d'être un peu conscient de toutes les réglementations qui peuvent trouver à s'appliquer, parce qu'il n'est quand même pas rare que dans un cas comme ça qui nous serait signalé, on va regarder tout à l'heure les cas de figure, on puisse activer un autre levier. Et ce qui nous permet de rentrer en contact avec lui sur la base de son absence de déclaration, mais aussi pour lui rappeler il y a un certain nombre d'autres règles qui militent aussi pour la conservation de la haie. Et donc là, c'est typiquement les cas où on peut enfin, où on fait, nous, des courriers aux agriculteurs pour leur demander au minimum de se mettre à jour. Et après, il faut discuter de la façon dont on se met à jour, bien sûr, quoi. Voilà. Mais en fait, il faut un autre signalement que la PAC si lui ne met pas à jour sa Ah oui, oui. cartographie. C'est ça aussi la problématique. Et, s'il la met pas à jour, s'il n'y a pas de contrôle sur place ou voilà, une dénonciation ou quoi que ce soit, euh, on ne pourra pas intervenir sur ce cas-là. Faut le savoir, Ouais. quoi. Bah, là, on essayait, j'arrête d'embêter avec ce cas-là précis, mais là, on essayait de faire jouer l'espèce protégée parce que vu l'âge des individus, il y avait Mm. des êtres creux, etc. C'est très fort probable, mais comme toutes les grues ont disparu, c'est un peu compliqué de le justifier a posteriori.
Alors, ce qu'on peut quand même dire par rapport à ce que vous venez de dire là, c'est que nous, par exemple, on discute tous les 6 mois là, à peu près avec le ministère de la Justice là, à travers une instance dédiée à ces questions-là notamment. Et ce que le juge admet de plus en plus, c'est quand bien même la haie aurait disparu, c'est de la caractériser a posteriori en fonction de ce qui se passe à droite à gauche, quoi. Enfin, quand je dis à droite à gauche, c'est-à-dire en jonction de la haie existante, quoi. Et donc, je prends un exemple, si on a enlevé 50 mètres de haie qui se rattachait à une haie caractérisée d'une certaine façon où il y a beaucoup d'espèces, enfin il y a de l'espèce pro, etc. Et de la même façon de l'autre côté, eh bien, ce que le juge admet, c'est de considérer que ce qu'il y avait sans doute au milieu devait être à peu près du même niveau. Alors évidemment, par croisement de données qu'on peut avoir par ailleurs, hein, des photos aériennes, je sais pas, des témoignages divers et variés, enfin bon, voilà, mais un faisceau de fortes présomptions. Et ça, c'est quand même relativement nouveau. Voilà. Et ça, c'est applicable dès maintenant ou c'est Oui, en ça discussion? s'applique dès maintenant, c'est les juges qui admettent ça, hein. Euh, mais avec la difficulté pour pouvoir donc enclencher le volet dérogation, comme je disais tout à l'heure, c'est que bon, il faut être capable de caractériser, donc quand les grumes sont parties, c'est ce que je viens de dire, et puis l'ampleur. Quoi, voilà. Alors évidemment, si on caractérise en disant il y a de l'espèce pro, mais il y avait que des oiseaux, hein, je le fais simple, bon, bah, et qu'on enlevait 25 mètres, bah, les oiseaux sur 25 mètres, ils ont une capacité de report. Si par contre c'était 25 mètres avec que du grand Capricorne, par exemple, bah là, Hmm, on a des fortes chances de pouvoir être suivi sur le volet espèce pro dans un cas comme celui-ci, quoi. ça marche, merci. Sur le cas un peu flou là, que tu évoques là, juste si je peux faire un petit témoignage de ce que nous on fait dans ces cas un peu litigieux là, où on se sent un peu démuni, c'est que on a nous voté, enfin les élus ont voté une procédure en gros en cas de constatation de dégradation. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on prévient la mairie de la dégradation, on prévient la DDTM. Donc on leur demande pas d'intervenir en quelque sorte et on prévient l'agriculteur. Et du coup, comme ça, en fait, on met juste sur la place publique, auprès de toutes Merci. les instances, le Ouais. cas d'arasement. Et derrière, en général, la mairie, ce qu'elle nous demande, c'est de reprendre contact avec l'agriculteur et d'essayer de trouver une solution amiable. Et dans ce cas-là, finalement, on re-rentre dans le cadre, bah, on essaye de trouver une compensation si la dégradation a déjà été faite. Et finalement, on essaye de régler la situation quasi à l'amiable en régularisant finalement un arasement, mais au moins il passe pas un peu au travers des mailles du filet, quoi. Ouais, bah ça, c'est plus ou moins ce qu'on essaye de faire aussi, en fait, à travers le guichet, là, en n'hésitant pas à aller sur le terrain avec les agriculteurs comme les élus et les techniciens de bassin quand ils sont partants, pour essayer de faire ça. Après, ça, je dirais que c'est dans le cas où bon, voilà, si on a vraiment des haies à fort intérêt, ou par exemple en arrêté de protection de biotope, enfin, où on a vraiment un cumul de choses, là, avec l'OFB, nous, on part directement sur le PV quand même, parce que c'est suffisamment important, quoi, et sans problème en termes de caractérisation, quoi. Voilà, là, il y a d'autres personnes qui voulaient intervenir. Mais tu Oui, m'entends? moi, Timothée Nello, je me posais la question toujours par rapport à cette protection PAC pour des situations un peu différentes. C'est quand un agriculteur part à la retraite, donc il n'y a plus de déclaration PAC. Des fois, ces parcelles sont mises en jachère pendant 1 ou 2 ans avant qu'il y ait un repreneur. Ouais. Et souvent, du coup, ce qui se passe, c'est que l'exploitant qui part à la retraite arrase tout, ou le propriétaire. Ça se passe comment? Elles sont quand même maintenues, ou comme elles sont en dehors de la PAC, bah, elles peuvent sauter. Bon, c'est pour Bah, savoir aussi quelle démarche il faut faire, si ça vaut le coup de s'embêter ou pas sur ce genre de dossier, s'il y a réglementairement quelque chose à faire. bah, en fait, s'il y a un repreneur, alors peut-être pas forcément l'année suivante ou on va dire 2 ans après, et que ces parcelles sont déclarées, c'est toujours ce problème de numérisation. Si le repreneur ne fait pas attention à la numérisation, en cas de contrôle, on va voir que elles sont protégées par la BCAE 8 et que sur le terrain, il y a plus de haies. Donc, le repreneur risque d'être pénalisé.
Et si on a la trace de sa demande de déclaration en mentionnant bien que c'est le prédécesseur, voilà, on est aussi plus souple et on comprend que c'est pas le repreneur qui a arraché, qui a supprimé la haie. Ouais, on a eu un cas récent comme ça, Mm, exactement celui-ci là, c'est ça. où c'est l'agriculteur repreneur qui est venu vers nous en nous disant ben, la haie était enlevée en fait, quoi. Mais craignant des problèmes PAC, quoi, il nous a dit, ben, moi je propose, avec l'aide d'ailleurs des collègues de syndicats de bassin, de replanter en fait, quoi, directement. C'est-à-dire qu'il passe par une régularisation, en l'occurrence pour meilleur emplacement environnemental. Alors tout ça se discute, quoi, si vous voulez, évidemment. Oui, c'est Mais ça. enfin, comme de toute façon, on n'a aucune connaissance de ce qu'il y avait initialement, si ce n'est une photo, enfin dans le cas précis dont je parle en tout cas, si ce n'est une photo qui montrait qu'en effet il y avait une haie, mais on ne sait même pas dire quelles essences de façon certaine, ni, enfin, etc., quoi. Et donc dans ces cas-là, on a pu admettre, parce qu'il doublait son linéaire, ou je ne sais plus par combien, une régularisation a posteriori, quoi. C'est encore la meilleure façon de faire plutôt que de ne rien faire. Mais du coup, concrètement, si je reprends des parcelles, l'exploitant d'avant qui est parti à la retraite a tout coupé, je signale du coup qu'il n'y a pas de haies, parce que bah, effectivement, elles sont plus effectives quand je reprends les parcelles, il n'y aura pas de problème particulier. Bah, si, tout dépend comment la déclaration PAC va se faire. Alors, c'est triste à dire, mais ça se joue sur la numérisation de la déclaration PAC. Ouais, puis Oui, on mais a, du repreneur. Ah Si bah, le bien sûr, repreneur, du coup, du repreneur, oui, oui. Parce que la personne qui est partie à la retraite, comment dire, on ne pourra pas faire quoi que ce soit de son côté. donc le repreneur peut signaler qu'il n'y a pas de haie à l'endroit où c'est signalé. Bah, il faut qu'il le fasse, oui. enfin, qu'il n'y a plus de haies, oui. Mais ça pose la question, en effet, un peu de la temporalité, parce que on a quand Ah, même voilà. un cas là en tête où on nous a signalé la coupe, mais enfin la coupe a eu lieu il y a 10 ans, quoi. Donc on n'est même pas sûr que la personne qui est partie en retraite soit toujours de ce monde. Enfin, il y a un moment, aller trop loin chercher en arrière, ça va être impossible, je pense, quoi. Enfin, voilà. Non, mais là, l'idée n'était même pas d'aller chercher en arrière. C'est en fait, on sait, il y en a qui partent à la retraite. Et là, il va y en avoir de plus en plus à partir à la retraite. Donc, Ouais. c'est savoir en fait si ils peuvent se permettre d'abattre les arbres, vu qu'ils sont plus soumis à la PAC. Et le repreneur peut dire il n'y a plus de haies. Et voilà. Non, mais dans les exemples qu'on a, il est très rare qu'il y ait que la PAC, en fait. Il y a toujours une autre réglementation qui fait Ah, que après, moi, pour mon territoire, avec 19 communes, on a 11 PLU à peu près sur les 19. Donc, on a quand même assez fréquemment le cas d'accord. où on n'a Bah, que la PAC. bon, après, non, mais ça veut dire que euh, il y a plusieurs idées à faire passer, je crois, mais je sais pas. C'est que prélever du bois dans une haie, pas de problème. Encore faut-il que la ressource soit toujours là après le prélèvement et que donc, si c'est prélevé pour ne rien refaire derrière, bon, bah, c'est sûr qu'il y a un problème. Mais ça pose aussi la question de savoir, justement, dans votre cas de figure où vous avez, si je comprends bien, un certain nombre de communes non couvertes par un document d'urbain, quelles connaissances ont les élus et quelles envies ils ont, ou quel est leur regard sur la question de la haie, et comment on peut les renseigner pour faire en sorte qu'on multiplie un peu les leviers réglementaires pour protéger la haie, pour faire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire y compris quand on n'a pas de carte communale, une procédure qui permet de protéger l'intégralité et enfin d'avoir un levier supplémentaire, quand bien même on n'a pas de document d'urbain, quoi. Donc ça passe aussi, enfin, nous on voit bien qu'on est quand même sollicité là, par ce guichet unique haie, là, par des collectivités qui nous interrogent sur comment je peux mieux protéger mes haies. Est-ce que toutes les haies doivent être protégées en éléments de paysage? Et si oui, qu'est-ce que je dois mettre dans mon règlement? Est-ce qu'on peut mixer espaces boisés classés pour les haies les plus importantes, les haies un peu les haies les plus anciennes, qui sont un peu le socle de la maille bocagère, quoi, et les haies les moins importantes. Enfin, on a quand même toutes ces questions-là, quoi. Mais ça passe inévitablement par faire du lien entre tout ce qu'on a à disposition, en fait, pour travailler, quoi. Et on ne pourra pas s'arc-bouter sur une seule réglementation en essayant de lui faire
donner une portée qu'elle n'aura jamais, en fait, quoi. Voilà, je vois ça. Oui, bah, non, mais c'est clair, en fait. Enfin, après, nous, c'est le message aussi qu'on a depuis le début de la PAC, où à chaque fois, on nous disait, il y a la PAC qui protège de toute façon. On disait, attention, ça protège pas Ouais, tout. oui, Et donc, voilà, c'est pour aussi pour avoir ce discours-là. En fait, c'est pour avoir la version un peu plus officielle par rapport à ma question et pouvoir alerter les élus qui sont encore sur des communes où, justement, il y a rien pour les booster à faire oui. ce travail juste via enquête publique, Ouais, ouais, à minima. on est d'accord. Ouais, ouais. Ok, merci. Moi, je me Est-ce permets, que- Antoine, je me permets de rebondir un petit peu sur ce que disait Timothée, c'est qu'il y a beaucoup d'exploitants agricoles qui sont en fermage et non propriétaires, et donc souvent les haies sont, selon les baux, mais la récolte de bois d'œuvre appartient souvent aux propriétaires. Les exploitants agricoles n'ont pas Ouais, ouais. forcément leur mot à dire et peuvent être répréhensibles par rapport là-dessus. Donc Oui, ça, c'est alors. une première réflexion. Et autre chose aussi, donc il nous a été présenté par Paul Rapion, qui est directeur de de la DDTM 35, un outil de suivi cartographique entre les haies qui ont été inscrites à la BCAE et les haies existantes. Donc je ne sais pas si ce sera valable pour toute la Bretagne ou pas, et si ça sera consultable pour tous les techniciens bocage du 35 également. Ouais, ouais. Alors, sur la deuxième question, enfin, la deuxième réflexion du moins, nous, on a aussi un système comme ça de cartographie qui est pour l'instant interne, mais qu'il s'agirait de rendre un peu public pour justement, enfin, public ou semi-public, c'est-à-dire avec vous, hein, grosso modo, pour un peu partager les données qu'on a, sachant que on peut le faire par rapport aux réglementations dont on a la charge de A jusqu'à Z. Et en l'occurrence, les réglementations sur lesquelles on a la charge de A jusqu'à Z, c'est la PAC pour nous, hein, et aller alignement. Parce que sur les autres choses, c'est beaucoup du lien avec les autres structures, etc. C'est du conseil, c'est un regard technique, mais on ne répond pas à leur place. Enfin, je dirais qu'on a la main sur ce qui est réglementation service de l'État, mais pas pour le reste. Donc, ce qu'on est capable de faire, c'est une cartographie qui dit voilà ce qui nous a été demandé et voilà ce qu'on a répondu, puisqu'on l'a fait systématiquement. Et donc, ça préfigure ce qu'est la carte finalement des futurs, en fait, quoi. Mais toujours avoir le bémol qu'il se passe des choses qu'on peut ne pas voir. Je pense par exemple justement aux protections qui sont dans les documents d'urbain ou les non-protections par quoi que ce soit, où là, les communes peuvent partager avec nous, comme elles peuvent faire le choix de ne pas le faire, quoi, en fait, quoi. Donc, il faudra sans doute compter sur des campagnes un peu différentes, comme il y en a dans les tuyaux, je crois, avec l'IGN, un certain nombre de collectivités et de structures de l'État, pour régulièrement mettre un système de photo-interprétation automatisée des haies, mais ça ne restera que des outils, quoi. Mais ce qui serait déjà très beau, oui. Ce qui veut dire Oui, pardon, vas-y. Ce qui veut dire que à partir de ces outils, il y aura un peu de répression aussi, parce que concrètement, le maintien des haies, c'est l'une des rares choses qui leur fait peur aux exploitants agricoles, c'est les réductions prime PAC, hein. Ça leur fait Euh, peur, je ne sais pas. oui, ça leur fait peur, mais après, tout est relatif, hein. Euh, alors, le bilan qu'on a, alors 2023, il n'est pas encore fait. Sur 2022, oui, effectivement, il y a des constatations suite au contrôle de réduction et de suppression des mètres linéaires de haies, mais en impact financier, il est très, très faible, hein. Disons que la conservation des haies est enfin, le paiement des aides est conditionné à la conservation des haies. Mais on a quand même des agriculteurs qui clairement, alors plutôt un système non polyculture élevage, mais qui font plutôt clairement le choix de dire, eh ben, je vais perdre tant d'aides s'il le faut, mais moi, la haie, elle Mais va partir, j'arrache. quoi. Donc voilà. Donc bon, enfin, je sais pas s'il faut donner un exemple de pénalité, mais c'est quand même pas grand-chose, quoi. C'est très faible.
ça fait peur. Mais je Non, sens. mais il faut être Non, réaliste par mais rapport à ça, hein. oui, il faut être honnête C'est avec les et outils qu'on a, hein. réaliste. Oui, oui, c'est comme les PV pour manquement sur loi sur l'eau, etc., etc. C'est pareil, ils s'en foutent un peu, en Ouais, enfin, fait. ça, c'est... Après, tout dépend le profil de l'exploitation, hein. Mm. Les petites exploitations peuvent effectivement être plus pénalisées qu'une grosse exploitation qui a des kilomètres de mètres linéaires de haies, hein. Donc, Oui, oui. tout est relatif. Et ce que Mais nous dit le procureur là-dessus, c'est que, et ça milite encore pour le fait qu'on essaye d'activer plusieurs leviers, c'est qu'il nous dit quand vous avez ce genre de cas, chiffrez-moi ce que ça va coûter en titre de pénalité PAC, chiffrez-moi ce que ça va donner de refaire de la haie de telle ou telle façon, sur talus, à plat, etc. Et essayons de voir avec la collectivité ce qu'elle envisage de faire, parce que la collectivité, parfois, ne le fait pas parce qu'elle a le sentiment qu'elle est toute seule. Et le fait de ne pas être toute seule peut encourager à faire. Et dans ces cas-là, l'amende qui est décidée, euh, si ça doit se passer comme ça par le procureur après PV, tiendra compte de tout ça pour faire en sorte que ça devienne vraiment dissuasif, quoi. On voit là sur le code de l'URBA, par exemple, on dit que la méconnaissance d'une formalité en URBA, donc y compris sur les DPA, l'amende, c'est minimum de 1 200 euros, mais qui peut monter jusqu'à plus de, alors jusqu'à 150 000 euros, selon la teneur, selon l'ampleur, selon la récidive, etc. Donc, c'est sûr que si on est avec un destructeur, on va dire, acharné, on a quand même quelques moyens, y compris financiers, pour le calmer, quoi. Enfin, essayer du moins. Oui, après, le problème des haies, c'est pas les destructeurs acharnés, c'est les petites destructions par-ci, D'accord. par-là. Voilà. D'accord. Moi, j'avais une question, j'avais deux questions, notamment sur le suivi des mesures de compensation. Enfin, j'espère que les compensations sont inscrites en tant que BCA 8 derrière, quoi. Ou est-ce qu'il y a ce contrôle de fait? bah oui, mais on en Oui. revient toujours au même. La base et le registre parcellaire graphique. Si elles ne sont pas mentionnées, on n'a pas le suivi BCAE 8. Oui, alors quand même, ce qu'on peut quand même dire par rapport à, en tout cas, la façon dont on essaye de fonctionner maintenant, là, nous, on sait précisément, enfin, c'est déjà des choses qu'on accorde la suppression avec une Mm. compensation, qu'on leur rappelle systématiquement. C'est-à-dire qu'à la prochaine déclaration PAC, les haies nouvelles doivent être numérisées BCAE. Et évidemment, nous, dans nos façons de travailler en termes de contrôle, parce que on essaye de faire beaucoup les choses en amont, mais il y a aussi des phases de contrôle, terrain y compris. Ça sera des dossiers qui seront vus en priorité, ça c'est certain, euh, D'accord. pour s'assurer que... parce qu'en fait, ce qu'on a besoin de savoir, là, c'est avec un peu de recul sur une façon de fonctionner telle qu'on l'a fait là, de savoir si ça porte ou pas. Mm. Parce que si ça ne se porte pas, il va falloir qu'on trouve une autre façon de procéder. Mm, Peut-être moins dans le dialogue, ou etc. J'en sais rien. mm. Mais on aura besoin d'évaluer la façon dont ça fonctionne. Bah oui, ça c'est, enfin, c'est clair. Et puis même le suivi dans le temps de C'est ces ça. compensations, Mm. est-ce qu'elles sont maintenues dans le temps? C'est ça. Deuxième question, c'est sur, il y a pas mal de plantations brasse-bocage. Oui. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps où il y a eu une suppression de haies bocagères brasse-bocage et que c'était pas en BCA 8. Oui. Alors là, je dirais que... comment vous êtes où, vous, déjà? C'est Ah sur oui, le 35 Rennes. 35, Ouais, d'accord. enfin, après, ouais, dans le secteur de Alors, Rennes. moi, je crois que, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, là, dans ces cas-là, il y a un moment, alors déjà, quand ils ont fait du brasse-bocage, ils sont engagés sur une certaine durée à respecter les haies qu'ils ont fait planter ou planter. Mais ça, c'est dans le package des choses à savoir quand on intervient. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, enfin, pour les gens qui sont dans le Morbihan, moi, je pose la question de savoir si les gens, enfin, si vous, en tant que technicien bocage ou bassin versant, pouvez me confirmer que cette haie-là n'a pas fait l'objet de financement quand vous êtes structure animatrice Brest-Bocage. C'est-à-dire que il faut systématiquement vérifier ça pour être sûr qu'on n'est pas en train de détruire ce qu'on vient de payer, en effet. C'est un peu le béaba. Euh, Et la question, du coup, c'est parce que nous, enfin, les structures porteuses de brasse-bocage font remonter des linéaires de haies qui ont été plantés. On ne peut pas imaginer que ça soit intégré directement dans la cartographie PAC des agriculteurs?
Ah bah, nous, on pourrait l'imaginer, mais je crains fort que ce ne soit pas nous qui avions décidé de ça. Normalement, c'est l'action de l'agriculteur, hein. Non, et Ouais. puis, L'administration ne peut pas rajouter des choses sur le dossier PAC, sauf s'il y a une suite contrôle terrain ou au cours des renouvellements des orthophotos. Sauf qu'on en revient à la photo-interprétation. Dès qu'il y a une plantation nouvelle sur l'orthophoto, on la Bah voit oui. pas l'année de la prise. Donc, si, ça peut arriver, mais on va dire peut-être 2, 3 ans après l'implantation. Donc, meilleur des cas. ça sera pas, voilà, dans le meilleur des cas. Mm. Donc, Bon, Très bien, euh, merci. merci. Alors, il est 12h20, on a quand même quelques autres trucs à montrer, donc je continue ou Laetitia? Ah non, Laetitia, c'est bon? Ouais. Je voulais juste évoquer, mais ça a été déjà un peu évoqué, par l'entrée à FAF, l'article L126.3 du Code rural, qui nous dit en effet que le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, etc., dans le cadre des AFAF. Donc là, c'est le lien AFAF, je n'y reviens pas, on en a parlé. Mais il y a une continuité qui est assez intéressante, qui est aussi lorsque le propriétaire en fait la demande. Et dans ce cas-là, les boisements haies plantations peuvent être protégés par arrêté préfectoral avec l'accord du propriétaire et du locataire, quoi. Alors, c'est des choses que dans le Morbihan, on n'a pas, hein, aujourd'hui, clairement. Mais par contre, j'en parle parce que on a, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, des cas de figure où des agriculteurs ont mis du cœur à l'ouvrage à faire des haies, à les entretenir ou à avoir hérité de haies qu'ils ont entretenues. Et dans le cadre de la cession de leur ferme, craignent parfois de leur propre repreneur ce qu'il va se passer. Et donc, on a eu certaines sollicitations, alors qu'ils ne sont pas allés au bout pour l'instant, mais où on nous demandait comment on pouvait imaginer de mobiliser cet outil, quoi. Donc, voilà, j'en dis pas plus, mais c'est, c'est un outil à avoir en tête peut-être, quoi. Voilà, alors, bon, bah, les questions, je crois qu'on les a un peu vues. Je voulais peut-être, pour illustrer un peu tout ce qu'on s'est dit finalement, montrer comment sur des cas de figure on pouvait coordonner des règles et montrer comment on pouvait avoir un emboîtement de règles qui nous permettait d'avoir des leviers différents. Alors je ne sais pas, Charlotte, combien de temps on a encore? Enfin, si on est limité d'ailleurs. Pour l'instant, c'est bon. C'est bon, d'accord. Donc on continue. Donc là, bon, j'ai trois exemples, hein, je vais essayer d'être rapide, mais l'exemple numéro un, c'est ce que nous, on qualifie, au regard de ce que je montrais tout à l'heure, d'un alignement, en l'occurrence avant tout de hêtre, mais un peu de chêne, le long d'une voie ouverte à la circulation publique, quoi. Imaginons qu'on ait une intervention là-dessus. La première chose qu'on regarderait, puisqu'on nous poserait la question des règles applicables, c'est justement quelles règles applicables. Donc en fait, quand on regarde le document d'Urbain, on se rend compte, alors c'est tout le tronçon qui est entouré en rouge, on se rend compte qu'on a des choses qu'on peut voir sur un zonage. On voit ici à gauche que les haies sont protégées au titre des éléments de paysage dans le document d'urbanisme et que par la suite, c'est le volet espace boisé classé qui a pris le relais. Donc voilà pour les choses qui sont zonées. Mais quand on regarde un peu plus et qu'on reprend le tableau, alors j'aurais pu faire l'extrait de carte, mais on se rend compte qu'on est aussi dans le périmètre d'un monument historique classé et que on peut aussi activer la réglementation, enfin c'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit activer la réglementation aller-alignement d'arbres. Donc on voit que d'un alignement, dont on aurait pu penser qu'il était juste protégé par la réglementation alignement, bah finalement, on a trois autres outils qu'on peut mobiliser de façon certaine. Et j'ai mis enfin, avec un point d'interrogation, le volet espèces protégées, pour juste réévoquer la difficulté de ce volet-là, parce que par définition, si ce sont des haies adultes, on risque d'avoir, enfin on risque, ou on a la chance d'y trouver une biodiversité intéressante, mais avec la difficulté de la caractériser de façon certaine au moment où on nous en fait la demande. Alors nous, ce qu'on fait, et ça je voulais juste vous en parler 2 secondes, c'est que puisqu'on a la charge sur les alignements d'aller jusqu'au bout et qu'on a aussi la charge des volets espèces protégées, dans ces cas-là, nous, on fait une visite terrain systématique et on a un peu adapté, mais chacun adapte des méthodes dans son coin, mais on a un peu adapté l'indice de biodiversité potentielle forestière
aux questions de haies et d'alignement. Là, j'ai juste mis un extrait où on va regarder les loges de pique, les cavités, enfin un ensemble de choses qu'on va noter, non pas pour dire il faut une dérogation espèce pro, mais pour dire si oui ou non on regarde la grosseur des bois, de ce qu'on constate, etc. On pense que cet alignement d'arbres ou cette haie a vraiment un intérêt potentiel fort en matière de biodiversité, ce qui va potentiellement déclencher derrière la nécessité éventuelle de au moins regarder des choses de façon plus précise, quoi. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous dire ça. Exemple 2 là, pour le coup, là, ça c'est le centre de Vannes, où on a un square, là, qui est un bel alignement de platanes, alors, qui a plus d'une centaine d'années a priori. Et alors là, je ne l'ai pas montré sur la photo, mais ce qu'on voit très clairement, c'est qu'au niveau de tous les bourrelets de coupe qu'il y a eu au moment des tailles de formation et qui continue à y avoir, il y a eu des trous qui se sont formés, plus ou moins gros, et quasiment tous ces trous là, de cet alignement sont habités. Et ils sont habités avant tout par des oiseaux, en l'occurrence un qu'on connaît bien dans les campagnes, qui est le choucas des tours, mais que les agriculteurs n'aiment pas, mais qui est malgré tout une espèce protégée, qui là s'installe en ville et a une colonie entière de reproduction dans des trous de platanes. Et pour le coup, s'il s'agissait d'intervenir sur ces arbres-là, on est quasi sûr de devoir déclencher une dérogation espèce pro parce que on est clairement sur l'habitat de reproduction de cette espèce-là, quoi. Donc là, la question, on y aurait répondu parce qu'on a la connaissance précise de ça. Alors, il se trouve qu'il y a aussi du pigeon-biset, les tourneaux, voire de la perruche, puisqu'il y a de la perruche à Vannes. Mais enfin, avant tout, on va regarder l'espèce protégée sur laquelle on pourra déclencher les choses. Et si on regarde un peu plus près cet alignement, ben, on voit qu'il est aussi protégé par éléments de paysage, qu'on est aussi en périmètre de monument historique, et que donc quand on fait le bilan, eh ben, on va avoir un certain nombre de leviers et au cours de l'instruction, puisque pour au moins trois d'entre ces leviers, ce sont des compétences de l'État au sens large, eh bien, on va pouvoir avoir un certain nombre d'exigences sur l'instruction, en fait, quoi. On a une bonne prise sur différents volets sur l'instruction. Voilà le deuxième exemple. Alors, le troisième exemple était un truc que vous avez plus ou moins tous abordé là. Alors, je ne sais pas si je prends la question maintenant d'Élise, là, peut-être, ouais. C'est juste pour savoir si c'est possible de transmettre l'indice des espèces protégées. Est-ce que, enfin, ça a l'air d'être un document. Est-ce que c'est possible de l'avoir? Ou est-ce que Ah c'est oui, alors, un document interne à la DDTM? bah, c'est un document interne, mais on peut parfaitement partager des choses comme ça. Et d'ailleurs, j'avais sollicité certains d'entre vous, Morbihanais, pour éventuellement voir un peu les outils, mais on peut aussi prévoir un moment où on discute de ça, parce que ce serait intéressant de confronter un peu les outils. Oui, oui, on pourrait partager ça. Mais il faut le prendre comme un outil, quoi. C'est pas du tout un truc officiel de l'État. Voilà. Oui, oui, je comprends bien. Merci beaucoup. Euh, donc l'exemple 3, je voulais en parler parce que comme vous l'évoquez les uns les autres, le cas qui nous pose assez problème, c'est l'intervention récurrente sur des haies dont c'est pas toujours dire si c'est un acte de gestion normal ou si c'est le début d'une destruction ou en tout cas de l'épuisement de la végétation du talus, ce qui fait qu'on se retrouve avec des linéaires de talus à non plus finir qui sont dépourvus de végétation et où même la fougère a du mal à pousser. Euh, donc, c'est un peu pour montrer l'itinéraire possible et aussi par rapport à des sollicitations qu'on a parfois où ces interventions, par exemple sur les CP, hein, de façon assez classique, sont assez mal comprises du grand public, quoi. Donc, de façon générale, nous, on a rappelé aux agriculteurs et à d'autres un peu des grandes mesures, mais enfin, il faudrait pouvoir l'appliquer au cas précis, quoi. Les périodes d'intervention, qu'on ne fait pas sur toutes les espèces, qu'il faut le faire d'une certaine façon. Et on a un cas précis qui était assez intéressant, peut-être à partager, qui était un signalement qu'on nous avait fait parce qu'il y avait une intervention à la pelleteuse sur la répicide. Et les choses qui nous étaient présentées, c'était destruction de zones humides, on casse la répicile, enfin, c'était le grabuge total, quoi. Et donc, quand on regardait à partir des éléments de localisation,
les prises sur lesquelles on pouvait s'appuyer. On avait éléments de paysage, documents d'urbain, on avait la loi sur l'eau par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, alors même si on ne nous dit pas expressément la piscine doit être conservée, quoi, hein. On avait la PAC, où on avait potentiellement espèces protégées. Et donc, dans ces cas-là, la façon de faire, là, qui était plutôt intéressante, je trouve, c'était de provoquer, comme vous le faites sans doute régulièrement, des visites sur place avec l'agriculteur. Alors, après lui avoir demandé de stopper le chantier quand même, à l'amiable, le temps qu'on discute sur place. L'élu à l'urbanisme qu'on avait invité, qui avait été sollicité aussi par le signaleur, si on doit l'appeler comme ça, le collègue technicien bocage local, et nous, pour un peu se rendre compte et partager ce qu'on voyait sur site, quoi. Et en fait, le consensus un peu trouvé, c'était que on était sur une intervention de saules un peu âgés, qui était tellement âgé qu'il marcottait sur le sol, donc ça pour nous c'est pas forcément un problème, mais surtout que suite aux tempêtes, il déstructurait complètement la rive puisque les arbres tombaient en fait, quoi. Et donc dans un cas comme ça, on convient de l'agriculteur d'une certaine façon de faire, c'est-à-dire de finir le travail proprement, si on doit dire ça comme ça, pour reprendre un terme qu'on entend souvent, c'est-à-dire en faisant des coupes franches sur les arbres qui peuvent recéper. L'intérêt ici, c'est qu'il n'était pas intervenu sur les arbres un peu, enfin, sur les chênes, les hêtres qu'il pouvait y avoir. Il était vraiment intervenu que sur le volet saule. Et bah, pour un peu le grabuge sur la partie basse du terrain, comme on le voit sur la photo, d'essayer au moment adéquat, quoi, sur sol ressuyé avant les regains de végétation de septembre ou d'octobre, hein, selon les saisons, les années, de y aller un peu mollo pour niveler très légèrement les petites ornières qu'il y avait. Et là, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'on pouvait aborder avec lui la question de l'alternance des recépages par des tronçons plutôt sur la ripisylve pour éviter les hausses de température, etc. Et ce qui était aussi intéressant, c'était de se rendre compte que le signalement était sans doute intervenu parce que avait été visible la question de l'intervention par la pelle à chenille. Ce qui permettait de dire aussi que heureusement, finalement, qu'ils étaient intervenus de cette façon-là, plutôt qu'avec des pelles sur roue, enfin des tracteurs sur roue, parce que sans doute qu'au lieu d'avoir des ornières de 10 centimètres, on en aurait eu des 30 ou des 40, et que le grabuge aurait été beaucoup plus important. Tout ça pour dire que ce qui est quand même intéressant à faire quand on peut sur le terrain, selon les cas de figure, c'est d'essayer de partager sur place avec tout le monde, enfin tous les gens potentiellement concernés, pour avoir un discours un peu unique. Enfin, si tant est qu'on soit d'accord. Là, il se trouve qu'on était un peu d'accord. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire et je vais laisser Antoine Pour poser. rebondir un petit peu là-dessus, justement par rapport à l'usage généralisé, enfin de plus en plus généralisé de la pince sécateur, pour ainsi dire, sans reprise des souches, et donc un devenir de la pérennité de la haie un peu compliqué, est-ce qu'il existe une réglementation spécifique? Parce qu'aujourd'hui, c'était du conseil et de la solution à l'amiable, votre exemple. Euh, Euh, Malheureusement, je ne crois pas. Euh, et ce qui implique qu'on travaille de cette façon. Et ce qui peut-être nous fait penser que... parce que bon, dans un contexte où les exploitations vont être de plus en plus importantes, a priori, enfin bon, on va voir, on a quand même un gros travail à faire aussi auprès des entreprises agricoles. Alors, ce que je dois dire, c'est que on a fait des réunions avec les entreprises agricoles, enfin leurs représentants, du moins, pour essayer de discuter un peu de ça. Bon, tout le monde fait tout très bien, donc on n'a pas eu de problème. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on nous a dit. Mais on fait un peu les mêmes constats de vous. Et aujourd'hui, on n'a pas de règles pour imposer quelque chose. Je crois qu'il y avait des questions écrites. Je ne sais pas, à moins que les personnes qui ont posé des questions écrites peuvent les poser oralement, non? Euh, non, c'est plus des remerciements, je crois, ou des personnes qui précisent qu'ils doivent partir. D'accord, ah bah alors, ça marche. Bon, voilà. Ce que je peux vous dire sur l'année 2024 et pour le Morbihan, encore une fois, c'est que ce qu'on voit, c'est que bah, finalement,
ce que j'ai entouré en rouge là, dans ces cases-là, ce sont les réglementations qu'on retrouve le plus souvent, qui sont nos leviers les plus courants à activer. Alors, en mettant Espèce Pro un peu différent, quoi, parce que les leviers pour l'activer sont un peu plus compliqués, mais laissent quand même des portes d'entrée possibles, quoi. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire là-dessus. Et que donc ça milite encore une fois pour qu'on essaye de multiplier les leviers possibles. Alors je ne sais pas si vous vouliez qu'on parle du Code civil, bien que nous ne soyons pas des experts du Code civil, puisque c'est du droit privé, mais nous, bon, je crois que vous savez ça aussi bien que nous, hein. J'ai juste remis les articles qui parlent de fossés, de talus ou de haies avec des choses qui sont tout à fait étonnantes. Je crois que c'est intéressant à regarder, c'est aussi les dates de ces textes-là, promulgués le 10 février 1804, donc on comprend mieux et le vocabulaire et certaines choses. On est bien sûr du Code civil, ce qui nous permet de lire quand même alors il faut que je retrouve là, enfin quand on nous dit que par exemple, voilà, si les racines débordent chez le voisin, bah, vous pouvez les couper. Bon, voilà, ça nous pose des questions, mais je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter là-dessus, quoi. Enfin, voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Voilà. Antoine, une question. Je reviens sur la pince sécateur et la non-reprise des coupes. Est-ce que Ouais. c'est des prescriptions qui peuvent être inscrites lors de l'élaboration d'un nouveau PLU ou PLUI? Ça, je ne sais pas trop répondre à ça. Je pense qu'on peut dire des choses comme ça, mais par contre, là où j'en suis sûr, parce qu'on le fait, c'est qu'on peut le faire au stade de la prescription, au stade de l'autorisation, de la DP, quoi. Donc sur l'ADP, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut écrire, des coupes franches, des choses comme ça, l'utilisation de tel ou tel matériel, ça on peut le faire. Il faut juste avoir en tête qu'il faut un peu proportionner nos prescriptions, donc il faut être un peu efficace parce qu'il n'est pas question de mettre 3 pages de prescriptions qui ne sont pas lues et réaliste par rapport à la façon de faire. Je dis ça parce que j'ai eu une commune, par exemple, une fois qui m'a demandé est-ce qu'il était pertinent, dans un cas de figure un peu comme celui que je montrais tout à l'heure, d'imposer le débardage à cheval. Alors, bon, moi, j'ai rien du tout contre le débardage à cheval, je trouve ça peut être tout à fait intéressant. Maintenant, je trouve ça moyennement réaliste en dehors d'espaces très particuliers, dans le cas lambda qu'on voit tous les jours, quoi. Voilà. Mais voilà. Il me semblait, Laetitia Citeau, il me semblait que les documents d'urbanisme ne pouvaient pas réglementer des pratiques agricoles. Là, on est sur des techniques. Enfin, je suis pas Ah, sûre. non, à ma connaissance, mais voilà, je suis pas expert de l'urbanisme. Ce que ne peut pas faire un règlement, c'est imposer un matériau. Oui, Donc, c'est par ça, ouais. exemple, il ne va pas nous dire toutes les maisons sont en pierre de taille type 17e, quoi, hein. Mais sur le mode opératoire, sur la façon de faire, je ne pense pas qu'il y ait trop de difficultés. Alors après, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour le faire parce que peut-être l'évolution des outils fait que on n'est pas dans les mêmes temporalités, quoi. C'est-à-dire qu'un PLU, on le fait pour 10-15 ans. À la rigueur, moi, je préférerais traiter ça au stade de la prescription, ce qui n'empêche pas de rappeler certaines choses dans le document d'urbain. Mais bon, là, il Oui, faudrait mais poser la question aux gens dont c'est un peu plus le métier que moi en termes de documents d'urbain. Voilà, voilà. Donc, on peut considérer qu'il n'y a plus de questions. Eh bien, merci beaucoup. Dans ce cas-là, si oui, j'ai l'impression que c'est